Caméras de sécurité, communication téléphonique relayée par satellite, système de navigation GPS. Les nouvelles technologies tiennent les citoyens sous haute surveillance. On peut s'en inquiéter. On peut aussi s'en réjouir lorsqu'elles permettent de traquer les criminels et de résoudre des affaires d'une extraordinaire complexité. Une mère de famille est retrouvée morte dans sa chambre. Le pistolet sur lequel sa main s'est refermée et 3 lettres d'adieu indiquent qu'elle s'est suicidée. Mais une cliente de bar, un blouson accroché sur une poignée de porte et un test salivaire vont inciter les enquêteurs à douter des apparences. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série d'histoires vraies inédites. Pour les experts de la police scientifique, un fragment de scotch, un GPS, un peu de salive valent bien des aveux complets d'un criminel. Frissons, coup de théâtre et mystère garantis au menu de cette émission. Vendre de l'immobilier en Floride est une activité très lucrative, car la consommation ostentatoire est ici un sport national. Mike Garvin est un excellent agent immobilier, ce qui lui permet de s'offrir, à lui et à sa femme, un train de vie que bon nombre lui envient. C'était un couple très en vue du quartier huppé de Mandarin, dans la commune de Jacksonville, et Shirley était très active dans la vie politique locale. En janvier 2003, la température à Mandarin devient un peu frisquette pour le couple qui décide alors de se rendre en voiture sur l'île de Key West pour prendre quelques vacances. Quand Shirley a arrêté de travailler, elle est restée très active. Nous étions tous très heureux de voir qu'ils faisaient plein de choses ensemble et qu'ils s'amusaient. Le matin de leur arrivée, Mike se rend à la pharmacie la plus proche pour acheter les médicaments de sa femme. Quand il revient 1 heure plus tard, Shirley a disparu. Il a pensé que sa femme était peut-être descendue au restaurant pour le petit déjeuner ou qu'elle était allée se promener sur la plage. Il est également possible que Shirley soit tout simplement sortie faire des courses. Shirley était une accro du shopping. Elle adorait faire les magasins et passer des heures à discuter dans les boutiques. Elle rentrait souvent à la maison les mains vides, mais absolument ravie de sa journée de course. Mais quand Mike retrouve le sac de sa femme dans la chambre d'hôtel, il commence à penser que quelque chose ne va pas. Au bout de plusieurs heures, Mike appelle le poste de police pour signaler sa disparition. Je m'appelle Mike Garvin. J'appelle à propos de ma femme. Elle a dû sortir se promener. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle allait sur la plage. Et cette personne a disparu? Interrogé par la police, aucun des employés de l'hôtel ne se rappelle avoir vu Shirley quitter l'hôtel ce matin-là. Les membres de sa famille et ses amis sont très surpris d'apprendre qu'elle était à Key West. Je suis la dernière personne à avoir vu Shirley. Et on n'a pas parlé d'un quelconque voyage. Shirley ne m'a pas dit qu'elle devait partir, absolument pas. Selon elle, Shirley aimait porter des bijoux de valeur, ce qui aurait pu susciter des convoitises. Nous avons dit à la police que Shirley devait probablement porter ses boucles d'oreilles en diamant, des bagues, et qu'elle avait une montre de grande valeur. La police fait venir un chien spécialement dressé pour l'assister dans ses recherches. Nous avions un chien policier pour tenter de retrouver Shirley grâce à ses vêtements qui étaient dans la chambre d'hôtel. Les experts en scène de crime ont récupéré un maximum d'indices dans la chambre et ont relevé les empreintes. Mais ils ne trouvent aucune empreinte étrangère dans la chambre, et le chien ne détecte pas l'odeur de Shirley en dehors de la chambre. Le lendemain, la presse locale s'empare de l'affaire. C'était un cas de disparition. Les gros titres reflétaient la question que tout le monde se posait. Qu'est-il arrivé à Shirley Garvin? Tandis que les médias collectent des informations sans intérêt réel pour l'enquête, la police de Floride fouille la petite île de Key West à la recherche de Shirley Garvin. Elle découvre une paire de sandales de femme abandonnée sur une plage. La disparue s'est peut-être noyée accidentellement. S'est-elle suicidée? Son corps va-t-il bientôt être rejeté sur le rivage et livrer ses secrets? En s'intéressant au passé des Garvin, les enquêteurs découvrent que la première épouse de Mike Garvin s'était donné la mort en se pendant dans la cave de leur maison. Mike
avait trouvé le corps et alerté la police. Cette étrange coïncidence incite les policiers à approfondir leur investigation pour en savoir davantage sur les antécédents du couple. Je me suis dit, ce type n'a vraiment pas de chance avec ses femmes, c'est tout. Quand Shirley Garvin, âgée de 55 ans, est portée disparue de son hôtel à Key West en Floride, la police veut en savoir plus sur ses activités. Ainsi, elle demande à Mike de retracer leur parcours et de lui décrire tout ce qu'ils ont fait ensemble depuis leur arrivée. Mike leur répond qu'ils sont arrivés à l'hôtel et qu'il est parti pour aller leur chercher à dîner. On a commandé notre dîner, je crois que c'était un sandwich au poulet, quelque chose comme ça, probablement avec des frites. Je suis revenu dans la chambre, on a terminé notre dîner et elle est allée se coucher. Vous avez commandé 2 repas ou juste un seul? 2 repas, oui. Mais le barman prétend que Mike n'a commandé qu'un sandwich au poulet. Le ticket de caisse confirme ses dires. Ce ticket de caisse a commencé à me faire douter que Madame Garvin soit réellement venue à Key West. L'examen de ses relevés de carte bleue révèle à la police que Mike s'est arrêté dans une supérette à Miami, sur le chemin de Key West. Mais les caméras de sécurité du magasin montrent que Mike était seul. On a trouvé ça bizarre qu'après une si longue route, Shirley ne soit pas sortie de la voiture pour aller aux toilettes ou boire quelque chose. On ne voit jamais Shirley entrer dans le magasin. Ensuite, la police contrôle les cassettes vidéo de sécurité dans les cabines de péage entre Jacksonville et Key West. Les agents visionnent des centaines d'heures de vidéos jusqu'à ce qu'ils tombent sur la voiture blanche de Mike Garvin. On peut voir la voiture passer. On la voit s'arrêter pour payer, puis reprendre la route. Mais quand ils agrandissent l'image, ils s'aperçoivent que le siège passager est vide. On lui a demandé si Shirley était assise dans la voiture. Il a répondu « Elle était assise à l'avant ». Nous lui avons demandé si elle était passée à l'arrière. Non, elle n'est jamais passée à l'arrière. Elle n'a pas incliné son siège. À ce moment, nous lui avons présenté l'image qui avait été prise grâce aux vidéos du péage. Il a regardé la photo et a demandé « Où est Shirley ?» Mike Garvin ne fournit aucune explication. Il a dit « Je ne comprends pas ». Et à partir de là, il a commencé à donner des signes de nervosité. Il ne disait pas la vérité et il commençait à s'embrouiller. Et plus il s'embrouillait, moins la police le croyait, et plus elle était décidée à retrouver Shirley. Puis, la police interroge les collègues de Mike dans son agence immobilière à Jacksonville. Je suis allée discuter avec quelques-uns de ses collègues qui ignoraient qu'il était marié et étaient apparemment très étonnés de l'apprendre. Ce qui est particulièrement surprenant, sachant que Mike et Shirley étaient mariés depuis près de 16 ans. Quand la police fouille la maison des Garvin, elle ne découvre rien de suspect. Tous les vêtements de Shirley et toutes ses affaires personnelles sont à leur place. Les experts en scène de crime passent toutes les pièces au luminol, mais ils ne découvrent rien. Puis, les experts en informatique de la police fouillent le disque dur de l'ordinateur personnel de Mike et découvrent la preuve que Mike avait une vie sociale très active pour un homme marié. Michael Garvin avait une vie de célibataire. Il sollicitait des gens en ligne, il envoyait des fleurs à des femmes qu'il venait de rencontrer, et il s'organisait des rendez-vous avec des femmes comme un vrai célibataire. En découvrant dans le disque dur de son ordinateur que Mike Garvin passe régulièrement des annonces en ligne sur Match.com, un site pour célibataires, les enquêteurs en déduisent que le couple qu'il forme avec Shirley bat de l'aile. D'autant que Garvin se prétend veuf auprès de ses correspondantes. Bien que troublante, cette information ne fait pas pour autant du promoteur l'assassin de sa femme. Mais les questions restent posées. Pour quelle raison Shirley Garvin a-t-elle disparu et où se trouve-t-elle? Puisque les caméras de l'autoroute le prouvent, elle n'a pas accompagné son mari à Key West. En apprenant sa mystérieuse disparition, la famille de Shirley Garvin est bouleversée et avide d'informations. Nous étions à table dans un restaurant en train de déjeuner. J'ai posé la main sur son bras et je lui ai demandé « Mike, comment tu supportes tout ça ?» Et il m'a répondu « Tu sais, Nancy, je suis du genre à ne jamais regarder en arrière. Je regarde toujours devant moi. » La vérification de ses antécédents révèle d'autres éléments également troublants. Mike a d'importantes dettes à la banque, d'un montant approximatif de 86 000 $, et la plupart des actifs du couple sont au nom de Shirley. Pour moi, il était évident qu'elle était à l'aise financièrement et que lui avait de gros problèmes.
Ce n'est que peu de temps avant sa disparition que je l'ai entendu dire quelque chose de désobligeant à l'égard de Mike. Les amis de Shirley informent la police que Shirley avait l'intention de quitter Mike. Elle le trouvait financièrement irresponsable. Shirley disait qu'elle avait l'intention de quitter le quartier et que Mike ne viendrait pas avec elle. Afin de ne pas perdre la trace de Mike, la police installe discrètement un récepteur de système de localisation GPS sous la voiture de celui-ci. Aujourd'hui, ce n'est plus la police qui suit les suspects. Les satellites le font à sa place. C'est un récepteur qui va enregistrer les déplacements et envoyer un signal à un ordinateur permettant de le suivre sans interruption. Ainsi, on a pu effectuer une surveillance clandestine de Michael Garvin. Environ 6 semaines après la disparition de Shirley, le GPS indique que Mike s'est rendu sur un terrain de golf abandonné situé dans un parc à 30 km de sa résidence de Jacksonville. Curieuse coïncidence, Mike reçoit un appel sur son portable dans ses environs le matin de son départ pour Key West. On a emmené des chiens pisteurs de cadavres et ils sont tombés en arrêt sur un bassin proche de l'endroit où le GPS montre qu'il est resté plusieurs minutes. La direction du parc met environ 1 semaine à drainer l'intégralité du bassin de rétention, mais sans résultat. C'était très décevant. On avait passé 1 semaine à faire ça et on était de retour à la case départ. 10 jours plus tard, Mike entreprend un second voyage en direction du parc. Cette fois, la police est en mesure d'interroger un employé du parc qu'il a aperçu avec une femme qui s'avérera plus tard être sa maîtresse, rencontrée sur Internet. Après leur départ, une patrouille de police découvre quelque chose de très suspect près de l'endroit où Mike a garé sa voiture. Cet endroit se démarquait du reste. La surface du sol n'était pas la même qu'ailleurs. Nous avons effectué un sondage de la scène du crime, consistant à planter une sonde dans le sol qui indique si le sable ou la boue ont été récemment remués. À quelques mètres de la surface, la police découvre un corps humain enveloppé dans un sac poubelle scellé avec du ruban adhésif. Il s'agit de Shirley Garvin, avec au poignet la date de sa mort. Sa montre s'était arrêtée entre le 25 et le 26. Le 26 janvier, le jour où Mike a quitté Jacksonville pour se rendre à Key West. On ne l'aurait jamais trouvé s'il ne nous avait pas conduit directement à elle. L'autopsie révèle que Shirley a été tuée de 2 blessures par balle à la tête. J'ai vraiment cru que j'allais m'effondrer sur place. J'ai été prise de nausées. Je me suis sentie dans l'impossibilité physique de me contrôler. Jamais, au cours de ma vie, je n'ai ressenti un tel chagrin. Mais la police ne parvient pas à prouver que Mike possède un revolver de calibre 22. Dans le garage de Mike, en revanche, la police découvre 3 rouleaux de ruban adhésif qui sont envoyés à l'experte en fibres, Donna Wallace. J'ai pu éliminer 2 des 3 rouleaux de ruban adhésif, car ils étaient visiblement différents de celui qui était sur les sacs. Il y avait une légère différence de couleur et il comportait des dentelures à son extrémité. Mais il en va différemment du 3e rouleau. Contrairement au ruban adhésif traditionnel, le scotch tissé comporte un entrelac de fibres sur sa face collante afin de le renforcer. Il est plus difficile de déchirer un morceau de ruban adhésif tissé, et les fibres laissent une trace particulière à l'endroit de la déchirure qui est souvent aussi précise qu'une empreinte digitale. Ça s'appelle un test comparatif de fragments. On peut comparer ça à un puzzle médico-légal. Il s'agit de rapprocher les pièces entre elles pour voir si elles ont constitué un seul morceau. Donna Wallace utilise un microscope haute définition pour comparer le bout du rouleau de scotch saisi dans le garage des Garvin aux extrémités des autres morceaux qui attachaient le cadavre de Shirley. Elle découvre que les extrémités du ruban adhésif correspondent parfaitement. Cette preuve matérielle étant suffisante pour établir la culpabilité de Mike Garvin, le procureur délivre contre lui un mandat d'amener. Le fait que j'ai été capable de recoller ces 2 pièces de rouleau adhésif ensemble prouve que les morceaux retrouvés sur les sacs poubelles enveloppant le corps de la victime provenaient bien du rouleau trouvé dans le garage de leur maison. Mike Garvin est arrêté et inculpé d'homicide volontaire.
Nous avons ses déclarations incohérentes. Nous avons la vidéo du péage qui montre que Shirley n'était pas dans la voiture. Nous avons le GPS qui nous a conduit directement à son corps. Les morceaux de scotch correspondent. Nous avons ses maîtresses. Nous sommes prêts à aller au procès. Les procureurs pensent que Shirley Garvin avait l'intention de quitter son mari et que Mike Garvin était au courant. Shirley s'est probablement rendu compte que c'était un coureur de jupons, endetté jusqu'au cou, et qu'il se servait d'elle pour régler ses problèmes. Puisque la plupart des actifs du couple sont au nom de Shirley, Mike se sent très probablement menacé. Mike est passé du statut de profiteur à celui d'assassin. Lors de la nuit du 25 janvier 2003, selon les procureurs, Mike Garvin attend que Shirley rentre de sa journée de shopping et la tue avec une arme de calibre 22. Puis, il l'enveloppe dans des sacs poubelles qu'il scelle avec du scotch tissé. L'expertise médico-légale confirme que le scotch provient bien de la maison des Garvin. Mike dépose le corps de Shirley dans le coffre de sa voiture. Et à 18h21, il discute avec sa maîtresse au téléphone, ce qu'il n'aurait probablement pas pu faire si Shirley avait été en vie. Le lendemain, il se rend chez sa maîtresse. Celle-ci déclare à la police qu'il a passé la nuit chez elle pour la première fois depuis leur rencontre. Ce qui confirme une fois de plus que Shirley était déjà morte. À la première heure, Mike se rend en voiture au parc et enterre le corps de Shirley. Sur place, il prend un appel sur son portable, appel relayé par la borne GSM la plus proche. Ensuite, Mike se dirige vers Key West en Floride pour sa couverture. Les caméras situées dans le péage et la supérette apportent la preuve que Mike est allé seul à Key West. Après l'arrivée du couple, les registres de l'hôtel montrent que Mike n'a commandé qu'un seul sandwich au poulet au restaurant. Une autre incohérence, un nouveau mensonge à la police. Le lendemain matin, il signale la disparition de sa femme. C'était son alibi. C'est ce qu'il avait décidé de faire, signaler sa disparition de Key West afin que la police centre son enquête sur cette ville plutôt que sur Jacksonville. 6 semaines après la disparition de Shirley, le GPS placé sur la voiture de Mike Garvin indique qu'il se trouve dans un parc non loin de la tombe où il a enterré le corps de sa femme. Le meurtrier s'y rend pour vérifier sans doute que personne ne l'a découvert. Cynisme ou perversion? Garvin se rend à nouveau sur les lieux une semaine plus tard, mais cette fois en compagnie de sa maîtresse, une femme rencontrée sur un site internet. Quand le couple s'éloigne, après s'être promené à proximité de la tombe, les policiers déterrent le corps de Shirley. Il se trouvait à moins de 10 mètres de l'endroit où Mike avait garé sa voiture à 2 reprises. J'ai pu retourner à l'endroit où Mike Garvin s'était arrêté la première fois dans le parc et vérifier que c'était effectivement à moins de 10 mètres de l'endroit où se trouvait la tombe. Comment a-t-il pu s'arrêter à moins de 10 mètres du cadavre, non pas une fois, mais 2 fois? Ce qui est ironique dans cette affaire, c'est que c'est Mike Garvin lui-même qui a élucidé le meurtre de Shirley Garvin. Certains membres de la police soupçonnent que Mike Garvin a quelque chose à voir avec la pendaison de sa première femme, survenue 16 ans plus tôt. Malheureusement pour nous, il n'y a pas eu d'autopsie et le corps a été incinéré. Donc, nous n'avons rien pu faire de ces présomptions. Confronté au nombre écrasant de preuves médico-légales concernant le meurtre de Shirley, Mike Garvin n'a pas d'autre choix que de plaider coupable. Michael Garvin s'est rendu compte qu'il y avait une montagne de preuves contre lesquelles il ne pouvait rien. Il était cerné de toutes parts et il n'aurait rien eu à gagner devant un tribunal, à part une humiliation publique à laquelle il ne voulait pas faire face. Ça m'a rendu malade de savoir qu'il avait fini par l'admettre lui-même. Ça m'a rendu complètement malade. Mais ça m'a également conforté dans ma conviction qu'il était trop faible pour supporter son procès. Garvin est condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais il reste un mystère. En effet, nous n'avons jamais su ce qui s'était réellement passé, vu qu'il n'y a pas eu de procès. Il refuse de révéler ce qu'est devenu l'arme du crime, mis à part qu'elle est irrécupérable.
L'arrogance de Michael Garvin était telle qu'il a été jusqu'à utiliser son propre scotch pour sceller les sacs, croyant que la science ne pourrait pas remonter jusque-là. C'est ce qui l'a condamné. La science dans cette affaire est plus efficace qu'un témoin visuel parce qu'elle ne ment pas, ne se trompe pas et n'oublie pas. Ça ne nous ramènera jamais, Shirley. On en est bien conscient. Mais en quittant le tribunal qui avait condamné Mike Garvin à perpétuité, nous savions que nous avions fait tout notre possible pour Shirley. Dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres, la naïveté des criminels est une cause d'étonnement. Et nous en réjouissons au nom de la justice, car si nous récapitulons les faits de cette sombre histoire, nous nous apercevons que Mike Garvin n'a pas cessé d'accumuler des erreurs grossières. Voyons cela dans le détail. Garvin quitte tout d'abord Mandarin pour se rendre à Key West, puis il loue une chambre d'hôtel et commande un seul sandwich dans le bar voisin. Or, pour que son plan ait une chance de succès, Shirley doit impérativement être visible à ses côtés. Comment le meurtrier peut-il imaginer que son absence puisse échapper à une multitude de témoins, sans parler bien sûr des dizaines de caméras de surveillance qui contrôlent les halls d'hôtel, les postes de péage, des autoroutes, les magasins et les stations-service? Seconde erreur, le disque dur de son ordinateur est bourré d'indices compromettants puisqu'il révèle son infidélité. Troisième faute majeure, Garvin retourne à 2 reprises sur le lieu où il a enterré sa femme sans penser un instant qu'il peut être placé sous une surveillance. Enfin, pour couronner le tout, il conserve dans son garage le rouleau de ruban adhésif dont il s'est servi pour ficeler la dépouille de Shirley. Cette accumulation d'erreurs ne diminue en rien l'ingéniosité de la police, mais avouez quand même que Garvin lui a bien facilité la tâche. Dans la seconde affaire, nous allons voir que, bien que l'assassin ait été plus imaginatif que Garvin pour parvenir à ses fins, il a lui aussi mésestimé le travail des experts. Fort Lewis, dans l'État de Washington, est une des principales bases militaires des États-Unis. 25 000 hommes et femmes sont basés ici, dans une ville où résident des milliers de familles de militaires. Le caporal-chef, Chris Davis, spécialiste de la communication, adore cette vie. Ce n'est pas le cas de sa femme, Dorothy. Le couple est marié depuis 10 ans et a 2 filles âgées de 5 et 2 ans. Ma sœur était régulièrement déprimée. Elle avait eu des moments difficiles et je savais qu'elle était sous antidépresseurs. Le soir du 13 mars 1991, le caporal Davis est avec des amis dans un bar près de la base. Vers 20 h, il se rend dans le hall pour appeler sa femme. Elle semble effondrée. Il décide alors de quitter ses amis et de rentrer. En arrivant dans sa chambre, il découvre un spectacle terrifiant. Dorothy est morte et tient un calibre 22 dans sa main. Madame Davis est allongée sur le lit, une couverture jusqu'à la taille. Elle a une plaie par balle à la tempe droite. La vidéo tournée sur les lieux par la police indique que la porte n'a pas été forcée. Les fillettes Davis dorment dans leur chambre. Elles n'ont rien entendu de ce qui s'est passé. Il n'y a aucun signe de dispute ou de lutte. Le corps de Dorothy ne présentait ni traumatisme ni blessure indiquant qu'elle se soit débattue. Elle donnait vraiment l'impression d'être en train de dormir. Dans la chambre, les enquêteurs découvrent un flacon d'antidépresseurs et 3 enveloppes cachetées. La première est adressée à son mari, Chris. Mon amour, j'ai toujours dit que c'était une preuve de lâcheté. Je dois être lâche, car je ne vois pas d'autre solution. Je demande à Dieu de me pardonner. La seconde lettre est également adressée à Chris et la troisième à sa sœur. Chère Patty, excuse-moi. Quand tu liras cette lettre, je ne serai plus là. C'était la seule solution. C'était sa seule solution. Elle avait reconnu que son couple battait de l'aile et elle pensait que son mari ne l'aimait plus. Je me souviens du jour où ils m'ont apporté la lettre que ma sœur m'avait écrite. J'ai eu du mal à la lire. C'était horrible. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi elle avait écrit ça.
Ces lettres avaient été écrites par Dorothy, on a retrouvé ses empreintes dessus. D'autres preuves semblent conclure au suicide, notamment le fait que sa main serre très fort le pistolet. Un phénomène appelé spasme cadavérique. Les cellules se rigidifient au moment exact de la mort, quand celle-ci est précédée d'un stress émotionnel ou d'une activité physique importante. Le spasme cadavérique ne peut être ni simulé, ni reproduit, ni imité. Il est présent ou pas. S'il est présent, ça signifie que l'arme était dans la main de la victime au moment de sa mort. Lors de l'autopsie, le médecin légiste constate une blessure par balle avec contact, ce qui pourrait laisser penser qu'effectivement, Dorothy s'est suicidée. Autre constatation, la balle de calibre 22 s'est logée dans le cerveau sans ressortir de la boîte crânienne. Alors que les tests de toxicologie ne décèlent rien d'anormal, le médecin légiste fait une autre découverte extrêmement pénible. L'autopsie a confirmé qu'elle était enceinte de 3 semaines, chose qu'elle avait elle-même confiée à ses proches. Le médecin légiste conclut au suicide de Dorothy. Elle avait à peine 33 ans. Elle n'aurait jamais fait de mal au bébé. Elle ne se serait jamais suicidée. J'y pensais tout le temps. Pour moi, c'était impossible. Elle n'aurait jamais fait ça. Elle aimait trop ses filles. L'histoire se serait arrêtée là si un témoin ne s'était pas manifesté avec un récit étonnant à propos d'un blouson. La communauté de Fort Lewis est choquée et attristée par l'annonce du suicide de Dorothy Davis. Bien que le médecin légiste ait conclu au suicide, beaucoup sont sceptiques, y compris une femme qui était avec le caporal Davis le soir de la mort de Dorothy. Selon elle, Chris a quitté le bar pour appeler Dorothy d'un téléphone du hall. Mais quand elle s'est rendue dans le hall, peu de temps après, Chris Davis n'y était pas. Il est revenu 20 minutes plus tard. Le témoin nous a affirmé qu'il avait le visage tout rouge, qu'il semblait essoufflé et qu'il ne portait plus le blouson qu'il avait sur lui avant de partir. Où est passé le blouson de Chris? Les enquêteurs l'aperçoivent sur les photos prises sur les lieux du drame, le soir de la mort de Dorothy. Il est pendu à la poignée de la porte de la chambre. Je me suis dit, le voilà, le fameux blouson bordeaux. Mais il n'avait pas été jeté ou abandonné par terre. Un homme qui entre et découvre sa femme, allongée là, peut-être blessé mortellement, ne va pas retirer son blouson pour l'accrocher à une poignée de porte. Est-il possible que Chris n'ait jamais appelé sa femme et que pendant ces 20 minutes, il soit rentré chez lui et l'ait tué avant de retourner au bar pour avoir un alibi? Une reconstitution confirme que c'est possible. C'était faisable en 17 minutes. Donc, même avec ce maximum de 20 minutes que nous avait donné le témoin, il avait tout le temps de rentrer chez lui, de commettre ce meurtre et de maquiller le crime en suicide avant de retourner au bar. Mais dans ce cas, qu'en est-il des lettres d'adieu? Ont-elles été contrefaites? Les enquêteurs envoient les lettres à Sandra Homewood, une experte en graphologie, afin qu'elle les compare à des documents qui sont vraiment de la main de Dorothy. Les lettres sont photocopiées sur du papier jaune et les autres documents sur du papier vert. La personne qui les avait écrites avait une façon particulière d'écrire le D majuscule. Quant au F, la boucle du bas était faite dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le contraire habituellement. De nombreux caractères des lettres suspectes correspondaient à ceux des autres documents. Rien ne laissait penser qu'elles avaient été écrites par des personnes différentes. Sandra Homewood en conclut que Dorothy a bien écrit ces lettres. Lorsque le rapport du laboratoire nous est parvenu, il confirmait que Dorothy avait écrit toutes les lettres. À ce moment-là, on s'est dit qu'il s'agissait peut-être bien d'un suicide, puisqu'aucun indice n'indiquait que quelqu'un d'autre les avait écrites avant de les laisser sur les lieux pour faire croire à un suicide. Mais Chris ne semble pas le moins du monde touché par la mort de sa femme. Quelques semaines après la mort de Dorothy,
Chris Davis a fait venir une femme chez lui, soi-disant pour être la nounou et s'occuper de ses enfants. Mais tout le monde à la base sait qu'elle est plus qu'une nounou. Elle est la maîtresse du caporal Davis depuis plus d'1 an. Les gens savaient qu'on avait une liaison. Ils le savaient parce qu'il était tendre avec moi en public. Ce n'était pas le cas de mon mari. À l'époque, il n'était jamais affectueux. Chris semblait s'être remis très rapidement du suicide de sa femme. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il est impliqué dans sa mort. En fait, l'infidélité de Chris est peut-être à l'origine de la dépression de Dorothy. On pensait tous qu'elle s'était suicidée. On en était persuadés. Chris n'avait jamais été violent devant moi, que ce soit avec ma sœur ou ses enfants. Je savais qu'il était malhonnête, qu'il la trompait, que c'était un voleur. Mais pour moi, il était impossible qu'il lui fasse du mal. Les enquêteurs n'en sont pas si sûrs. On a commencé à voir les choses sous un nouvel angle, plus inquiétant. Il ne s'agissait peut-être pas d'un suicide en fin de compte. C'était peut-être un meurtre. Tandis que l'enquête sur la mort de Dorothy Davis progresse, les enquêteurs apprennent que Chris dirige sa maison d'une main de fer et qu'il a un caractère difficile. Je ne sais pas comment il fonctionne. Je crois qu'il a besoin de tout contrôler. Et quand c'est pas le cas, attention. Un autre élément accroît la suspicion des enquêteurs. 3 ans plus tôt, Dorothy avait déjà frôlé la mort. En effet, prétextant une promenade en voiture, Chris Davis avait emmené sa fille avec lui, laissant sa femme se reposer seule à la maison. Quelques minutes après leur départ, Dorothy s'était réveillée en sursaut, le salon était en feu et une épaisse fumée toxique envahissait sa chambre sans que les détecteurs d'incendie ne se soient déclenchés. La police et les pompiers sont arrivés sur les lieux. Ils ont sorti le téléviseur et découvert qu'il avait un problème électrique et ils ont classé l'affaire. Mais avec la mort de Dorothy, ce feu, survenu 3 ans plus tôt, semble suspect. Ça m'a paru étrange. Pour moi, c'était un indice. Ce genre de choses n'arrive pas 2 fois à la même personne. C'était une piste à suivre. Le caporal Davis devient officiellement un suspect. Et la cause du décès de sa femme n'est plus le suicide. Elle est maintenant inconnue. Pour sa petite amie Barbara, la vie aux côtés de Davis vire soudain au cauchemar. C'est à ce moment-là que tout a changé. Je n'avais plus le droit de téléphoner. Je n'avais plus le droit de faire des courses ou d'avoir de l'argent. J'étais séquestrée dans la maison. Mais les preuves médico-légales suggèrent le suicide. Jusqu'à ce que Steve Chancellor entende à nouveau l'officier qui a répondu à l'appel d'urgence le soir de la mort de Dorothy. J'ai fait une découverte stupéfiante. Il m'a dit que Dorothy tenait le revolver et qu'elle avait les 5 doigts serrés autour de la crosse. Je lui ai donc demandé comment elle avait pu tirer si ses 5 doigts étaient sur le manche. Il m'a répondu qu'il ne savait pas. S'il s'agit d'un meurtre, pourquoi Dorothy a-t-elle écrit ces lettres d'adieu? Elles exposent clairement sa volonté de mettre fin à ses jours. Sa sœur fait sa propre enquête et trouve la réponse. Le médecin qui la suivait lui avait demandé d'écrire tout ce qui lui passait par la tête. C'est de là que ça vient. Je ne crois pas qu'elle ait eu l'intention de se faire du mal. Dans ses journaux intimes, elle décrivait de façon détaillée ses activités quotidiennes, ses sentiments, etc. On a pu se les procurer et les étudier, et on a constaté qu'elle était dépressive depuis longtemps. Afin de savoir si Dorothy avait vraiment l'intention de se tuer lorsqu'elle les a écrites, les lettres sont envoyées à un expert en empreintes digitales, Bill Thomas. Il asperge les lettres de ninhydrine, un produit chimique qui réagit à l'acide aminé présent dans la transpiration. On place les lettres et les enveloppes dans une chambre humide
Et les empreintes digitales vont ainsi se développer comme une photographie sur du papier photo. La ninhydrine permet d'établir que Dorothy ne transpirait pas de façon excessive lorsqu'elle a écrit ses lettres, comme c'est souvent le cas chez une personne sur le point de mettre fin à ses jours. Je leur ai conseillé de reprendre l'enquête, car quelque chose clochait. Mais la preuve matérielle la plus convaincante viendra peut-être des rabats des enveloppes contenant les lettres d'adieu de la défunte. Qui les a léchées pour les cacheter? Dorothy ou Chris? Le seul moyen de le savoir est de comparer leur ADN à des échantillons prélevés sur les enveloppes. Mais l'opération s'avère impossible, car le corps de Dorothy a été incinéré. Les experts décident alors de reconstituer son profil ADN en additionnant ceux de ses parents et de ses filles. Son ADN a pu être déterminé en comparant les différents profils qu'elle avait pu hériter de ses parents et ceux qu'elle avait transmis à ses filles. Le profil ADN de Chris est dans son dossier militaire. Les scientifiques prélèvent un échantillon du rabat d'une des enveloppes et le mettent dans une solution qui dissout tout, à l'exception des cellules humaines. Ils effectuent ensuite un test ADN. Le résultat? Le test ADN révèle que c'est Chris qui a léché les enveloppes. Il a mis la lettre dans l'enveloppe et l'a cachetée lui-même. C'est la seule façon d'expliquer la présence de sa salive dessus. Dorothy n'avait pas l'intention de se suicider. Ces lettres étaient des appels au secours. Chris les a utilisées dans son stratagème visant à assassiner sa femme pour de l'argent. Seule la médecine légale pouvait nous permettre de relier Chris Davis à ces lettres. Et trouver son ADN sur le rabat des enveloppes, ça a été la cerise sur le gâteau. C'était une preuve décisive et il ne pouvait pas le justifier. 1 an après la mort de Dorothy Davis, son mari, Chris, est arrêté et inculpé de meurtre. Quand j'ai appris qu'ils avaient arrêté Chris, j'ai remercié Dieu. J'étais heureuse, triste et amère en même temps. Mais j'étais surtout ravie qu'il l'ait enfin arrêté. Le parquet est persuadé que Chris a déjà tenté de tuer sa femme 3 ans plus tôt, en débranchant les détecteurs de fumée et en mettant le feu à la maison avant de partir en voiture avec sa fille. Mais son plan a échoué. Plus tard, il découvre le journal de Dorothy et les lettres qu'elle a écrites. Elles vont lui servir de couverture. Il avait les lettres. C'est un excellent moyen de mettre les enquêteurs sur une fausse piste que de laisser des lettres d'adieu rédigées par la victime. Le soir du meurtre, Chris se rend au bar des sous-officiers afin d'avoir un alibi. Au bout d'un moment, il dit qu'il va téléphoner à sa femme dans le hall. Mais en fait, il monte en voiture et rentre chez lui. Dorothy est vraisemblablement endormie lorsque Chris lui tire une balle dans la tempe droite. Mais lorsqu'il lui met l'arme dans la main, il oublie de placer son index sur la détente. Chris maquille le meurtre à l'aide d'un livre et d'un flacon d'antidépresseur. Mais surtout, il place dans la chambre les lettres d'adieu que Dorothy a écrites des mois auparavant. Pendant ce temps, au bar, une amie de Chris constate qu'il n'utilise pas le téléphone du hall comme il le prétendra ensuite. Et lorsque Chris revient, ses amis remarquent qu'il n'a plus le blouson qu'il portait avant de partir. Il l'a laissé par erreur dans sa chambre, comme on peut le voir sur ces images. Chris Davis a ignoré les appels au secours de Dorothy, ceux qu'elle avait écrits dans ses lettres et dans son journal. Il les a même utilisés contre elle. S'il avait détruit ces lettres, on n'aurait pas pu les examiner. S'il n'avait pas léché les enveloppes, il s'en serait tiré. Chris Davis est reconnu coupable du meurtre de sa femme. Il est renvoyé de l'armée et condamné à la prison à perpétuité. Chris est un homme sans pitié, c'est un vrai malade. S'il vous dit le contraire, c'est manifestement un mensonge. J'ai vu à quel point cet homme pouvait être mauvais et dangereux. Je l'ai vu à l'œuvre.
Chris était très cupide. Pour lui, la mort de sa femme allait le libérer. Ça lui permettait de ne pas avoir à payer de pension alimentaire. Il se débarrassait de sa femme et a empoché $150 000. Sans cette preuve médico-légale, Chris serait un homme libre et Dorothy n'aurait jamais obtenu justice. Chris Davis a été jugé par une cour martiale et condamné à une peine de détention à vie pour meurtre avec préméditation. Davis s'était enrôlé dans l'armée en 1986 alors qu'il était déjà marié. Cette décision avait gravement déséquilibré les finances du couple. Et pourtant, Davis conserve l'assurance vie contractée sur la tête de sa femme. Il avait une maîtresse qu'il berçait d'illusions en lui promettant qu'il divorcerait bientôt pour l'épouser à son tour. Cette relation extra-conjugale avait brusquement cessé lorsque la maîtresse avait appris la grossesse de Dorothy. Elle avait posé un ultimatum qui coïncide étrangement avec l'incendie qui a failli coûter la vie à la jeune mère de famille. Sachez encore, concernant la première tentative d'homicide, que l'expert incendie a déclaré plus tard qu'il n'aurait pas conclu à un accident s'il avait eu connaissance des difficultés financières du couple et de cet ultimatum. Ce qui démontre que les indices médico-légaux prennent une toute autre dimension lorsqu'ils sont replacés dans leur contexte psychologique. Merci d'avoir suivi cette émission en ma compagnie. Je vous retrouve bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. La mécanique des âmes, chapitre 1. Le train de nulle part. Paris ne dormait jamais vraiment. Mais cette nuit-là, la ville semblait retenir son souffle, étouffée par une canicule précoce et anormale pour un mois d'avril. L'air était épais, gluant, chargé d'une électricité statique qui faisait dresser les poils sur les bras et craquer les ondes radio. Il était 03h17 du matin lorsque le téléphone crypté du commissaire divisionnaire Antoine Verlaque vibra sur sa table de chevet. Un son rauque qui déchira le silence pesant de son appartement du Marais. Verlaque n'avait pas dormi. Il fixait le plafond, hanté par les fantômes de l'affaire Morvan, cette histoire de chambres closes et d'océans abyssaux qui avait failli engloutir la capitale quelques mois plus tôt. Il s'assit, le dos craquant, et saisit l'appareil. Seuls 3 numéros pouvaient faire sonner ce téléphone à cette heure. Le préfet, le président ou Dieu lui-même pour annoncer l'apocalypse. C'était le préfet de Nevers. « Antoine, je ne vais pas passer par 4 chemins. C'est arrivé encore, une impossibilité. » La voix de Nevers tremblait. Pas de peur, mais de cette incompréhension vertigineuse qui saisit les hommes de raison face à l'absurde. « Où ?» demanda simplement Verlaque, se levant déjà pour enfiler son holster. « Gare de Lyon. Sous-sol, le nouveau prototype de TGV transcontinental, le Chronos. Il devait arriver de Zurich à 02h45 pour des essais techniques à vide. Et il s'est crashé? Non. Il est arrivé. À l'heure, à la seconde près. Mais il y a un problème, Antoine. Un problème qui défie les lois de la physique. Le quai est bouclé par l'armée. Le périmètre de sécurité s'étend sur 2 km. Je t'envoie une escorte. Et Antoine, prépare-toi. Ce que tu vas voir dépasse tout ce que nous avons connu. 30 minutes plus tard, une berline noire aux vitres teintées traversait Paris à vive allure, gyrophares éteints, fendant la nuit poisseuse. À l'intérieur, le lieutenant Sarah Kemis, fidèle adjointe de Verlaque, tapotait frénétiquement sur sa tablette sécurisée, le visage éclairé par la lueur bleue de l'écran. Elle semblait plus pâle que d'habitude, ses traits tirés par une tension palpable. « Patron, vous avez lu le rapport préliminaire ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Je préfère voir de mes propres yeux, Sarah. Tu le sais, les rapports ont tendance à rationaliser l'irrationnel. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Le Chronos est un train expérimental à sustentation magnétique sous vide partiel. Il circule dans un tunnel dédié. Il est entré dans le tunnel à la frontière suisse à 01h. Il en est ressorti à Paris à 02h45. Le trajet a duré le temps prévu. Les capteurs n'ont enregistré aucune anomalie, aucun arrêt, aucune variation de vitesse. Et alors, où est le problème? Le problème, c'est que le train est parti neuf, étincelant, sorti d'usine hier matin, et qu'il est arrivé à Gare de Lyon dans un état de délabrement avancé, comme s'il avait roulé pendant 100 ans. Verlaque garda le silence, digérant l'information. Un vieillissement accéléré, une corrosion chimique, ils arrivèrent à la gare.
L'endroit, d'ordinaire grouillant de voyageurs, était désert, transformé en camp retranché. Des hommes en combinaison NRBC, nucléaire, radiologique, biologique, chimique, blanche et jaune, s'activaient autour des accès aux quais souterrains. L'atmosphère était lugubre, éclairée par des projecteurs industriels crus qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de béton. Le colonel Brack, responsable des opérations spéciales de la gendarmerie, les accueillit au niveau 2. C'était un colosse aux nerfs d'acier, mais ce soir, il transpirait abondamment sous son masque de protection qu'il tenait à la main. « Commissaire Verlaque, lieutenant, merci d'être venu si vite. Mettez ça. » Il leur tendit des masques à gaz intégraux et des gants épais. « Risque de contagion ?» demanda Verlaque. « On ne sait pas. Les compteurs Geiger sont muets. Pas de virus détecté. Mais l'air autour du train, il a un goût de cendre froide et de métal vieux. » Ils descendirent sur le quai numéro 23, le plus profond, un bunker de béton conçu pour accueillir les trains du futur. Et là, Verlaque vit la chose. Le Chronos n'était plus le bijou technologique argenté et aérodynamique qu'on voyait sur les affiches publicitaires. C'était une épave. La coque en alliage de carbone et de titane était piquée d'une rouille impossible, rongée par une oxydation qui aurait dû prendre des décennies. Les vitres étaient opaques, rayées, couvertes d'une fine couche de poussière grisâtre. La peinture s'écaillait par larges plaques, révélant une structure squelettique en dessous. « Il est parti de Zurich il y a moins de 2 heures, » répéta le colonel Brack, sa voix étouffée par le masque. « Regardez-le. On dirait qu'on vient de l'exhumer d'une tombe. »« Ouvrez-le, » ordonna Verlaque, sa propre voix résonnant étrangement dans son masque. « On a essayé les commandes électroniques. Tout est mort. Les circuits sont tombés en poussière. On va devoir forcer la porte de la voiture de tête au chalumeau. » Pendant que les techniciens s'attaquaient au métal gémissant, Verlaque s'approcha de la carcasse. Il posa sa main gantée sur la paroi. Elle était froide, glaciale, bien plus froide que l'air ambiant de la gare, comme si le train avait traversé le vide intersidéral. Une odeur s'échappa lorsque la porte céda enfin dans un grincement atroce de métal torturé. Ce n'était pas l'odeur de la mort telle que Verlaque la connaissait, cette odeur douceâtre et écœurante de la décomposition organique. Non, c'était une odeur minérale, sèche, aride. L'odeur d'un désert millénaire ou d'une bibliothèque antique brûlée. Verlaque, Kemis et Brack pénétrèrent dans la première voiture. Le faisceau de leurs lampes tactiques perça l'obscurité dense de l'habitacle. Ce qu'ils virent les figea sur place. Le train était censé être vide pour ses essais techniques, mais il ne l'était pas. Assis dans les fauteuils en velours, désormais en lambeaux, il y avait des figures, des silhouettes humaines. « Je croyais qu'il s'agissait d'essais à vide », hurla Verlaque, se tournant vers Brack. « C'était le cas. Les manifestes sont formels. Seul le conducteur et 2 ingénieurs étaient à bord. »« Alors, qui sont ces gens ?» demanda Kemis, s'approchant d'une des figures assises près de la fenêtre. Elle braqua sa lumière sur le passager. Ce n'était pas un cadavre ordinaire. C'était une statue. Une forme humaine composée entièrement d'une substance gris foncé, friable, ressemblant à du charbon de bois ou à de la lave solidifiée. Les vêtements qu'elle portait étaient d'un style anachronique. Des redingotes du 19e siècle, des robes à crolines, des chapeaux haut de forme, mais eux aussi étaient pétrifiés, fusionnés avec la matière du corps. Kemis toucha délicatement l'épaule de la statue. Sous la pression de son doigt, la forme s'effondra. Elle tomba en poussière, un nuage de particules fines qui s'éleva doucement dans l'air immobile, ne laissant sur le siège qu'un tas de cendres et quelques objets métalliques. Une boucle de ceinture, une montre à gousset, des boutons en nacre. « Mon Dieu !» murmura Kemis en reculant. « Ils sont en poussière. » Verlaque s'avança dans l'allée centrale. Il y avait des dizaines de ces formes. Des hommes, des femmes, des enfants. Tous assis calmement, comme s'ils attendaient une arrivée qui n'était jamais venue. Ils n'avaient pas l'air d'avoir souffert. Ils avaient l'air d'avoir attendu trop longtemps. « Regardez ça, commissaire !» appela un technicien depuis le fond du wagon. Verlaque rejoignit l'homme qui pointait sa lampe vers le sol. C'était un journal, ou ce qu'il en restait. Les pages étaient jaunes, cassantes comme du verre. Verlaque réussit à lire la date en haut de la page, imprimée dans une typographie gothique désuète. Le Petit Parisien, mardi 18 décembre 1884.
Verlaque sentit un vertige le saisir. 1884, ce train est un prototype de 2026. Comment un journal de 1884 peut-il se trouver ici, pétrifié? Une faille, suggéra Braque, incrédule. Une superposition? On continue vers la cabine de pilotage, trancha Verlaque. Je veux voir le conducteur. Je veux savoir qui conduisait ce train fantôme. Ils traversèrent 3 wagons, tous remplis de ces mêmes passagers de cendres vêtus à la mode de la belle époque. L'ambiance était oppressante. Le silence était total, seulement troublé par le crissement de leurs bottes sur le sol couvert de poussière grise. C'était comme marcher dans Pompéi, mais un Pompéi enfermé dans un tube d'acier moderne. Arrivés devant la porte blindée de la locomotive, ils trouvèrent quelque chose de différent. La porte n'était pas rouillée. Elle était griffée. De l'intérieur, de profondes entailles dans le métal titane, comme si une bête ou un homme doté d'une force démente avait essayé de sortir pour échapper à l'horreur des wagons. Mais le plus troublant était l'inscription tracée avec une substance brunâtre, du sang séché depuis des siècles, sur le panneau central. Une phrase latine écrite d'une main tremblante, « Tempus edax rerum », le temps dévore toute chose. On ouvre, dit Verlaque, sortant son arme de service par réflexe, bien qu'il sût que les balles seraient inutiles contre le concept même du temps. Les techniciens firent sauter les verrous. La porte s'ouvrit. La cabine de pilotage était un chaos technologique. Les écrans ultramodernes étaient brisés, les consoles arrachées. Mais le siège du conducteur n'était pas vide. Contrairement aux passagers, l'homme assis là n'était pas en poussière. Il était préservé. C'était l'ingénieur en chef du projet Chronos, Marc Sorel. Verlaque le reconnut grâce à son badge qui pendait encore à son cou. Mais Sorel avait changé. Ses cheveux étaient devenus blancs comme neige. Sa peau était parcheminée, fine comme du papier à cigarette, tendue sur son crâne. Ses ongles avaient poussé de plusieurs centimètres, s'enroulant en spirale grotesque. Sa barbe descendait jusqu'à ses genoux, emmêlée et sale. Il était vivant, à peine. Ses yeux laiteux et aveugles fixaient le vide devant lui. Sa bouche bougeait sans cesse, murmurant une litanie inaudible. « Marc Sorel » appela doucement Verlaque. L'homme tourna très lentement la tête vers le son, ses vertèbres craquant horriblement, un bruit de bois sec qu'on brise. « Ils reviennent » souffla-t-il d'une voix qui semblait sortir d'un tombeau. « Qui revient » demanda Kémis, s'agenouillant près de lui. « Les voyageurs, ceux de l'interstice. Nous avons coupé le chemin. Nous avons traversé leur gare. » Soudain, Sorel eut un spasme violent. Il attrapa le bras de Verlaque avec une force surprenante pour un homme dans cet état de décrépitude. « Quelle heure est-il » hurla-t-il. « Quelle heure est-il » ? « Il est 03h45 du matin, le 14 avril 2026, répondit Verlaque calmement, bien que son cœur battît à tout rompre. Sorel éclata d'un rire dément, un son sec et sans joie. 2026 ? Non. Pour nous, le voyage a duré 1000 ans. 1000 ans dans le tunnel, sans lumière, sans manger, sans mourir. Juste attendre. Le train s'est arrêté, commissaire. Il s'est arrêté là où le temps n'existe pas. Et ils sont montés. Les ombres. Ils ont pris nos places. Ils ont pris nos corps. Je suis le seul qu'ils ont laissé pour témoigner. Sorel commença à convulser. De la poussière grise sortit de sa bouche, de son nez, de ses oreilles. Il étouffait de l'intérieur. Ne faites pas. Repartir. Le train. Le tunnel est ouvert. Ce furent ses derniers mots. Son corps se raidit, puis, comme les autres, s'effondra brusquement en un tas d'eau fragile et de cendres, ne laissant que son uniforme trop grand sur le siège pilote. Un silence de mort retomba sur la cabine. Verlaque se releva, secouant la poussière de ses gants. « Scellez le train » ordonna-t-il. « Personne ne sort, personne d'autre n'entre. »« Sarah, récupère les boîtes noires, si elles existent encore. Je veux une analyse carbone 14 de ces cendres. Je veux savoir si ces gens viennent de 1884 ou s'ils sont nos contemporains vieillis instantanément. »« Vous pensez que le train a voyagé dans le temps » demanda Braque, visiblement ébranlé. « Non, colonel, » répondit Verlaque en regardant le tunnel noir qui s'enfonçait vers la Suisse. Le voyage dans le temps impliquerait un déplacement vers le passé ou le futur. Ici, c'est pire. Il ramassa le journal pétrifié de 1884. Ils sont allés sur le côté, dans une dimension parallèle où le temps s'écoule différemment, ou pas du tout. Ils ont croisé un autre train, un train fantôme perdu depuis un siècle, et quelque chose a...
Échanger les passagers. À cet instant, toutes les lumières de la gare de Lyon vacillèrent. Un courant d'air froid, puissant, souffla depuis le tunnel, soulevant des tourbillons de cendres grises dans la cabine. Sur les écrans brisés du tableau de bord, une ligne de code s'afficha soudainement, en vert phosphorescent, clignotant au milieu du chaos. Destination, terminus des ombres. Départ dans 5 minutes. Coupez le courant, hurla Verlac. Coupez l'alimentation du rail magnétique. C'est impossible, cria un technicien. Tout est déconnecté. Le train n'a plus de source d'énergie. Pourtant, sous leurs pieds, le sol se mit à vibrer. Un bourdonnement sourd, grave, monta des rails. Le Chronos, cette épave, rouillée et morte, commençait à léviter, s'animant d'une vie propre. « Sortez, tout de suite, évacuez le quai !» Ils se ruèrent hors de la cabine, courant à travers les wagons remplis de poussière macabre, bousculant les soldats qui reculaient en désordre. Ils sautèrent sur le quai de béton au moment même où les portes du train se refermaient violemment, comme des mâchoires d'acier. Le train ne partit pas vers l'avant, ni vers l'arrière. Il commença à devenir translucide. Il vibrait sur place, sa matière floutée comme une image mal réglée. Le bruit devint insupportable, un hurlement strident qui faisait saigner les oreilles. Et puis, en une fraction de seconde, le train disparut. Il ne partit pas dans le tunnel. Il s'évapora sur place, laissant le quai vide, seulement couvert de la cendre de ses passagers. Verlac se releva péniblement, les oreilles bourdonnantes. La voie 23 était vide. Mais sur le mur du quai, là où le train se tenait une seconde plus tôt, une ombre était restée imprimée dans le béton comme après une explosion nucléaire, l'ombre du train. Et à travers les fenêtres de cette ombre, on pouvait voir des silhouettes qui bougeaient. Elles ne les regardaient pas. Elles regardaient vers la ville, vers Paris. « Ils ne sont pas partis », souffla Kémis, terrifié. « Ils sont juste déphasés. Ils sont là, invisibles. » Verlac regarda sa montre. Les aiguilles tournaient à l'envers, à une vitesse folle. « L'enquête ne fait que commencer, dit-il sombre. Et nous avons un problème bien plus grave qu'un train disparu. Nous avons une fuite. Une fuite? L'interstice. La porte est restée ouverte. Et ce qui était dans ce train est maintenant libre de marcher parmi nous, invisible et affamé de temps. Il se tourna vers la sortie du souterrain. Dehors, l'aube approchait, mais Verlac savait que pour Paris, la nuit risquait d'être très longue. Appelle le Muséum d'histoire naturelle, Sarah. Demande-leur tout ce qu'ils ont sur les légendes urbaines du métro parisien, sur les disparitions inexpliquées de 1884. Et trouve-moi un expert en physique quantique qui ne prend pas de médicaments. On va avoir besoin de traduire le langage du vide. Le premier acte de la mécanique des âmes venait de se jouer. Le train fantôme était arrivé, et avec lui, il avait apporté une maladie que la science ne pouvait pas encore nommer, la chronophagie, la dévoration du temps. Et Paris était le plat principal. La mécanique des âmes, chapitre 2, l'horloger du néant. Le soleil s'était levé sur Paris, mais c'était un soleil malade, voilé par cette brume persistante qui n'était ni de la pollution, ni de l'eau, mais une sorte de suie impalpable, retombée de l'évaporation du train fantôme. Antoine Verlac, les yeux rougis par la fatigue et la fumée, se tenait dans le laboratoire stérile du sous-sol de l'Institut médico-légal. Contrairement à l'affaire Morvan, où l'humidité régnait, ici, tout était sec. Terriblement sec. Le docteur Lansky, qui avait survécu à la folie des eaux de l'année précédente, semblait avoir pris 10 ans en une nuit. Il manipulait des pinces Bruxelles au-dessus d'une coupelle en acier chirurgical contenant un petit tas de poussière grise, tout ce qu'il restait d'un passager du train Chronos. Sarah Kémis, adossée au mur carrelé, tenait un gobelet de café froid qu'elle n'osait pas boire, comme si ingérer quoi que ce soit dans cette atmosphère risquait de la contaminer. « Alors, Lansky ?» grogna Verlac, impatient. « Carbone 14 ? Analyse spectrale ? Dis-nous que ce sont des cendres ordinaires. » Le légiste releva ses lunettes sur son front avec un soupir qui fit voler quelques particules de poussière. « Ordinaire, Antoine ? Rien de ce qui est entré dans mon labo ce matin n'est ordinaire. J'ai lancé 3 datations au carbone 14 sur 3 échantillons différents prélevés sur le même tas. Et le premier échantillon date de 1884, cohérent avec le journal trouvé. Le deuxième date d'hier soir, cohérent avec le départ du train. Mais le troisième, Lansky hésita, regardant ses écrans comme s'il l'avait insulté.
Le troisième date de l'an 4500 environ. Un silence lourd tomba dans la pièce, seulement troublé par le bourdonnement de la ventilation qui luttait pour filtrer l'air vicié. « Vous voulez dire que ces gens viennent du futur » demanda Kemis. « Non, lieutenant. Je veux dire que leur matière organique existe dans 3 états temporels simultanément. C'est de la superposition quantique macroscopique. Leurs cellules ne savent pas en quelle année elles sont, alors elles se sont désagrégées. C'est ce que j'appelle une décohérence cellulaire massive. En gros, leur biologie a essayé d'être partout à la fois dans le temps et a fini par n'être nulle part. » Verlaque s'approcha de la coupelle. « Et la cause de la mort ?»« La vieillesse, » répondit Lansky, le visage grave, une vieillesse foudroyante. Imaginez vivre 1000 ans en une seconde. Le cœur pompe, les cellules se divisent, les télomères raccourcissent. Mais tout cela se passe instantanément. Ils sont morts d'épuisement métabolique absolu. Ils ont été consommés. Consommés par quoi? Par l'entropie, Antoine. Quelqu'un ou quelque chose a volé leur temps de vie. Ils ont été drainés. Le téléphone de Verlaque sonna. C'était le colonel Braque, resté à la gare de Lyon. Sa voix était hachée, paniquée, couverte par des bruits de sirènes et de tirs. « Commissaire, vous devez revenir, ou envoyer l'armée, l'ombre sur le mur. »« Calmez-vous, Braque. Qu'est-ce qu'elle fait? » ?»« Elle a bougé. » Elle ne s'est pas contentée de rester imprimée sur le béton. Elle s'est détachée. Elle a pris forme. 2 de mes hommes ont été touchés. Touchés? Blessés? Non. Diable, non. Ils ont vieilli, juste sous mes yeux. Le Serge Martin a touché l'ombre, et ses cheveux sont devenus blancs. Sa peau a séché. Il est tombé en poussière comme ceux du train. L'ombre a faim, Verlaque. Elle remonte vers la surface. Elle se dirige vers l'horloge principale de la gare. Verlaque raccrocha brutalement. On bouge. Lansky scelle tout. Si cette poussière est contagieuse temporellement, je ne veux pas que Paris devienne un désert de cendres. Voir la seule personne capable de nous expliquer comment on tue une ombre qui mange le temps. L'Institut des sciences liminales était une petite annexe discrète de l'université Pierre et Marie Curie, nichée dans une ruelle du 5e arrondissement. C'était là que travaillait le professeur Alistair Thorne, un physicien théoricien disgracié pour ses travaux sur la mécanique des fluides temporels. Verlaque avait lu son dossier dans la voiture. Thorne était considéré comme un fou brillant, le genre d'homme que l'on consulte quand la science rationnelle a fait ses valises. Lorsqu'ils entrèrent dans son bureau, un capharnaüm de tableaux noirs couverts d'équations, d'horloges démontées et de livres anciens, Thorne ne se retourna même pas. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux en bataille et portant une veste en tweed mitée. Il était occupé à synchroniser 5 métronomes à des rythmes différents. « Vous êtes en retard, dit-il sans les regarder. « Nous n'avions pas rendez-vous, répliqua Kemis. « Pas vous. L'événement, je l'avais calculé pour 02 heures. Il est arrivé à 02h45. Le frottement de l'univers est plus important que je ne le pensais. » Il se tourna enfin, ses yeux vifs derrière des lunettes à double foyer scrutant Verlaque. « Vous avez l'odeur de la cendre froide sur vous, commissaire. Vous avez vu le train, n'est-ce pas? Le Chronos. Joli nom pour un cercueil. »« Vous saviez ?» demanda Verlaque, la main sur son holster, méfiant. « Je savais qu'en créant un tunnel sous vide partiel pour faire circuler de la matière à des vitesses proches du mur du son, tout en utilisant des aimants supraconducteurs, ils allaient fragiliser la membrane. Quelle membrane? Celle de l'interstice. La peau du réel, si vous préférez. » Thorne balaya une pile de livres pour faire de la place sur une table. Il prit une feuille de papier et un crayon. Imaginez que le temps est un train sur un rail. Le passé est derrière, le futur devant. C'est linéaire, c'est rassurant. Il dessina une ligne droite. Maintenant, imaginez qu'il y a d'autres rails, parallèles, mais ils ne vont pas à la même vitesse. Sur le rail d'à côté, 1 seconde pour nous dure un siècle pour eux. Ou l'inverse. Il traça d'autres lignes. L'interstice, c'est l'espace entre les rails, le vide, le néant. Normalement, on ne peut pas y aller. Mais le Chronos, avec sa vitesse et son champ magnétique, a déraillé. Pas géographiquement, mais temporellement. Il a glissé dans l'interstice. Et il a rencontré un autre train, devina Verlaque. Exactement, un écho. Peut-être un train de 1884 qui a disparu mystérieusement, ou peut-être juste la mémoire d'un train.
Dans l'interstice, la matière et la mémoire sont la même chose. Mais il y a un problème. L'interstice n'est pas vide, il est habité. Les ombres, souffla Kémis. Je les appelle les chronophages, les dévorants. Ce sont des entités qui n'ont pas de temps propre. Pour exister, pour maintenir leur forme, ils doivent voler le temps des autres. Quand le train est entré dans leur domaine, c'était un buffet à volonté. Ils ont mangé les années de vie des passagers en un instant. Et maintenant? Thorne s'arrêta, regardant par la fenêtre la tour de l'horloge de la Sorbonne au loin. Et maintenant, la porte est restée ouverte. Le train est revenu, mais il a ramené des passagers clandestins, et ils n'ont pas fini de manger. Comment on les arrête? Demanda Verlac. On ne tue pas le néant avec des balles, commissaire. Il faut refermer la brèche. Il faut renvoyer le train d'où il vient. Le train a disparu, dit Verlac. Il s'est volatilisé sous nos yeux à la gare de Lyon. Il ne s'est pas volatilisé. Il est entré en phase. Il circule maintenant sur le réseau ferré parisien, mais dans une fréquence invisible. Il est devenu un train fantôme littéral. Il va chercher à se nourrir. Il va aller là où il y a le plus de concentration de temps humain. Les gares aux heures de pointe, suggéra Kémis. Mieux que ça. Les lieux où le temps est stocké, les lieux où les gens attendent, les hôpitaux, les prisons, ou les horloges. Une explosion sourde fit trembler les murs du bureau. De la poussière de plâtre tomba du plafond. Par la fenêtre, ils virent une colonne de fumée noire s'élever non pas de la gare de Lyon, mais de l'île de la Cité. Le palais de justice, dit Verlac. L'horloge du palais, la plus vieille horloge de Paris. 1370, précisa Thorne, blêmissant. Elle a compté plus d'heures que n'importe quel autre mécanisme de la ville. C'est un phare pour eux. Si les ombres s'emparent du mécanisme, elles pourront synchroniser leur appétit sur la ville entière. Elles ne vieilliront plus une personne à la fois. Elles vieilliront Paris tout entier. « Sarah, voiture !» hurla Verlac. « Thorne, vous venez avec nous. »« Je suis théoricien, pas homme d'action. » protesta le physicien en attrapant son sac en cuir. « Aujourd'hui, la théorie vient de devenir de la pratique. Vous avez dit qu'il fallait refermer la brèche. Vous allez nous dire comment. » Le trajet vers l'île de la Cité fut un cauchemar éveillé. Paris changeait à vue d'œil. Ce n'était pas une destruction classique, avec des flammes et des éboulis. C'était une érosion accélérée. Alors que la voiture remontait le boulevard Saint-Michel, Verlac vit des arbres centenaires perdre leurs feuilles, leurs branches se dessécher et tomber en poussière en quelques secondes, pour repousser immédiatement sous forme de jeunes pousses qui mouraient aussitôt. Le cycle des saisons s'emballait. Les façades des immeubles se couvraient de lierre qui grandissait à vue d'œil, puis s'effritait. Le bitume se fissurait, l'herbe perçait, mourait, et le bitume revenait. Le temps octait. « C'est la contagion », analysa Thorne, fasciné et terrifié, le nez collé à la vitre. L'onde de choc temporel se propage. La réalité essaie de se corriger, mais échoue. Ils durent abandonner la voiture au pont Saint-Michel. Le pont lui-même semblait instable, certaines pierres paraissant neuves, tandis que d'autres étaient rongées par des siècles d'usure inexistants. La foule était paniquée, mais c'était une panique silencieuse, étrange. Les gens qui couraient trébuchaient parfois et ne se relevaient pas, transformés en vieillards au sol, hurlant de douleur alors que leurs os se fragilisaient instantanément. « Ne touchez personne !» ordonna Verlac à Kémis et Thorne, se frayant un chemin arme au poing. L'entropie est contagieuse. Ils arrivèrent devant la tour de l'horloge, à l'angle de la conciergerie. Le spectacle était dantesque. L'horloge dorée, restaurée récemment, tournait follement. Les aiguilles étaient floues tant leur vitesse était grande. Un vortex grisâtre, semblable à une tornade de cendres, tourbillonnait autour du cadran, aspirant la lumière du jour. Et au pied de la tour, émergeant non pas du sol, mais de l'air même, la silhouette translucide du train Chronos apparaissait par intermittence comme un hologramme défectueux. Il semblait vouloir s'encastrer dans la tour, fusionner avec le mécanisme médiéval. « Il se recharge !» cria Thorne pour couvrir le hurlement du vent temporel. Le train utilise l'inertie de l'horloge pour stabiliser sa présence. S'il se solidifie complètement, la brèche sera permanente. Comment on l'arrête? Il faut détruire l'horloge. Il faut briser le métronome. Sans point de repère temporel, le train perdra sa phase et retournera dans l'interstice. Détruire la plus vieille horloge de Paris? Le préfet va faire une attaque,
grogna Verlac. Mieux vaut un préfet mort qu'une ville morte de vieillesse. Patron, regardez le toit du train, hurla Kémis. Verlac leva les yeux vers le spectre ferroviaire qui flottait à 3 mètres du sol, à moitié encastré dans la muraille de pierre. Sur le toit de la locomotive fantôme, des formes sombres rampaient. Les ombres, les chronophages. Elles n'étaient plus de simples taches sur un mur. Elles avaient acquis une tridimensionnalité grotesque. C'étaient des humanoïdes allongés, aux membres trop longs, sans visage, faits de fumée noire et de vide. Elles grattaient la pierre de la tour, cherchant à atteindre le mécanisme. L'une d'elles se tourna vers eux. Elle n'avait pas d'yeux, mais Verlac sentit son regard. Il sentit ses propres années lui être arrachées. Il se sentit tout à coup fatigué, las, ses articulations douloureuses. Il regarda sa main tenant le pistolet. Des taches de vieillesse apparaissaient sur sa peau. Elles nous ont vus, elles se nourrissent à distance. Tirez! Verlac et Kémis ouvrirent le feu. Les balles traversèrent les créatures sans effet visible, ricochant sur la pierre de la conciergerie. « J'ai dit que les balles ne servaient à rien !» cria Thorn. « Il faut de l'énergie, du plasma ou du magnétisme. » Thorn fouilla dans son sac et en sortit un appareil bizarre, bricolé avec des bobines de cuivre et une batterie de moto. Un perturbateur de champ local. Je l'utilise pour mes expériences. Si je peux l'approcher assez près du train, je peux inverser la polarité de leur ancrage. Mais il faut que je monte. Verlac regarda la façade. Il y avait des échafaudages de restauration sur le côté de la tour. Sarah, couvre-nous. Tire sur tout ce qui bouge pour les distraire. Thorn, avec moi. On grimpe. L'ascension fut un calvaire. À chaque barreau de l'échelle métallique, Verlac sentait le poids des années s'abattre sur lui. Il avait l'impression d'avoir 80 ans. Son souffle était court, son cœur battait irrégulièrement. Thorn, plus vieux au départ, souffrait encore plus. Il grimpait en gémissant, son visage se ridant à vue d'œil, ses cheveux devenant blancs et cassants. « Tenez bon, professeur. »« Je n'ai plus beaucoup de temps, commissaire. Littéralement. » Autour d'eux, les ombres s'agitaient, sentant la menace. L'une d'elles se jeta du toit du train vers l'échafaudage. Elle traversa Verlac comme un courant d'air glacial. Verlac hurla. Il vit sa vie défiler. Son enfance à Marseille, ses premières enquêtes, la mort de sa femme, l'affaire Morvan, tout s'effaçait, aspiré par la créature. Mais dans un sursaut de volonté pure, puisant dans cette rage froide qui l'avait toujours animé, il frappa la créature avec la crosse de son arme. Le contact physique avec le vide brûla sa main, mais la créature recula, surprise par cette résistance. Ils atteignirent la plateforme au niveau du cadran de l'horloge. Le train fantôme était juste là, vibrant, hurlant. Les portes s'ouvraient et se fermaient dans le vide, invitant à monter. Thorn s'effondra sur le plancher métallique. Il ressemblait maintenant à une momie vivante, la peau collée aux os. « Je ne peux pas. »« Finir, » murmura-t-il, tendant l'appareil à Verlac. « Qu'est-ce que je dois faire ? Là, le cœur du train, la jonction entre la locomotive et le premier wagon, c'est là que se trouve le nœud gordien temporel. Jetez l'appareil dedans et activez-le. » Verlac prit le dispositif. Il était lourd. Ses propres bras étaient faibles, ses muscles atrophiés par le vieillissement accéléré. Il regarda ses mains. Elles étaient celles de son grand-père. Il se releva, face au train. Le vortex de cendres lui fouettait le visage. Le train semblait l'appeler. Il entendait des voix à l'intérieur, des voix familières. Gabriel Vasseur était là. Sa femme était là. Il lui disait de monter, de se reposer, d'arrêter de lutter contre le temps. « C'est tentant, » souffla Verlac, une larme de poussière coulant sur sa joue ridée. « Mais j'ai encore du travail. » Il arma le dispositif, qui se mit à émettre un sifflement suraigu et le lança de toutes ses forces restantes vers l'interstice entre les deux wagons fantomatiques. L'appareil traversa la coque translucide et explosa en une sphère de lumière bleue électrique. Le temps se figea. Littéralement. La pluie de cendres s'arrêta en l'air. Le bruit cessa. Les ombres se figèrent dans leur pose prédatrice. Puis, comme un élastique trop tendu qui claque, la réalité reprit ses droits. Le train poussa un hurlement qui n'avait rien de mécanique, un cri de bête blessée à mort. Il fut violemment expulsé de la tour, aspiré vers l'arrière, vers le néant d'où il venait. Les ombres furent arrachées de la pierre, aspirées dans le sillage du train. L'onde de choc propulsa Verlac contre la balustrade.
Il vit le train disparaître dans un éclair de lumière noire, emportant avec lui la brume, le froid et la maladie du temps qui rongeait Paris. Le silence retomba sur l'île de la Cité. Verlaque regarda ses mains. Les taches avaient disparu. Sa peau avait retrouvé son élasticité. La fatigue écrasante s'était dissipée, laissant place à la simple exhaustion d'un homme de 50 ans qui vient de grimper un échafaudage. L'effet était réversible, du moins pour ceux qui n'avaient pas franchi le seuil critique. Il se tourna vers Thorne. Le physicien était allongé, immobile. Il ne rajeunissait pas. Il était resté figé dans son état de vieillesse extrême. Ses yeux étaient ouverts, fixant le ciel redevenu bleu. Il respirait encore, mais faiblement. « Professeur ?» Thorne tourna la tête d'1 millimètre. Il sourit, découvrant des dents déchaussées. « Fascinant !» murmura-t-il d'une voix de papier froissé. « J'ai vu l'autre côté. Commissaire. Le train ne va pas nulle part, il va partout. On a refermé la brèche, pour l'instant, mais le train a laissé des passagers. Ils sont descendus avant l'explosion. Je les ai vus. » Thorne ferma les yeux et sombra dans l'inconscience. En bas, les sirènes des pompiers retentissaient enfin. Kémis faisait de grands signes depuis le bas de la tour, vivante et indemne. Verlaque regarda le cadran de l'horloge. Il était brisé, les aiguilles tordues arrêtées sur 04 heures. Des passagers descendus, répéta Verlaque pour lui-même. Il regarda vers les toits de Paris. Quelque part, dans l'immensité de la ville, des entités sans âge, échappées du train de l'enfer, erraient désormais librement. Et elles avaient faim. Mais ce n'était pas le pire. Verlaque sentit une démangeaison dans sa poche. Il y plongea la main et en sortit sa propre montre. Elle était arrêtée, mais le verre n'était pas brisé. À l'intérieur, gravé sur le métal du cadran, un nouveau mot était apparu, comme rayé de l'intérieur, « ticket composté ». Il avait été marqué. Le train reviendrait pour lui. Antoine Verlaque remit sa montre, ajusta son col et commença à descendre. Le deuxième acte était fini, mais la chasse aux passagers clandestins ne faisait que commencer. Et cette fois, il ne s'agissait plus de science, mais d'exorcisme temporel. La ville s'ébrouait, ignorant qu'elle venait d'éviter de devenir une nécropole instantanée. Mais Verlaque, lui, savait. Le temps n'était plus une rivière tranquille. C'était un océan furieux, et les digues venaient de céder. Les enquêtes impossibles, dossier 2. La mécanique des âmes, chapitre 3. Le carnaval des égarés. Paris avait survécu à l'eau, et maintenant, elle survivait à l'érosion du temps. Mais pour Antoine Verlaque, la survie avait un goût de cendre. Assis sur le siège passager de la voiture banalisée qui remontait le boulevard de Sébastopol, il frottait machinalement le verre de sa montre, là où l'inscription « ticket composté » avait été gravée par une main invisible. Ce n'était pas seulement une rayure sur le métal, c'était une brûlure sur son âme. Il sentait le train. Il l'entendait rouler dans les tunnels de ses artères, un bruit de fond métallique et rythmé qui ne le quittait plus. « Patron, vous devriez manger quelque chose, » dit Sarah Kémis en jetant un coup d'œil inquiet vers lui. « Vous êtes pâle comme un mort, et vos mains tremblent. Ce n'est pas la faim, Sarah, c'est la résonance. » Verlaque regarda par la fenêtre. Pour Kémis, Paris était redevenu normal. Les pompiers nettoyaient les débris autour de la conciergerie. Les touristes recommençaient à affluer, insouciants. Mais pour Verlaque, le monde avait changé de fréquence. Là, au coin de la rue aux Ours, il la vit. Une femme. Elle portait une robe à crinoline de soie noire, tachée de boue séchée, et un chapeau à voilette qui masquait son visage. Elle se tenait immobile au milieu du flux des piétons modernes qui l'évitaient sans même la voir, comme on évite un poteau ou une flaque d'eau par instinct. Il s'écartait inconsciemment d'elle, frissonnant en passant à sa hauteur. Verlaque vit un jeune homme en trottinette électrique passer trop près. Au moment où il frôla la dame en noir, le jeune homme vacilla. Sa peau perdit instantanément son éclat rosé pour virer au gris terne. Il s'arrêta quelques mètres plus loin, essoufflé, se massant la poitrine comme un vieillard cardiaque, avant de repartir lentement, privé de l'énergie de sa jeunesse. La dame en noir, elle, sembla se redresser, sa robe devenant un peu plus tangible, moins translucide. Elle avait mangé. « Arrête la voiture !» hurla Verlaque. « Quoi ? Ici, on est en plein trafic. Arrête-toi !» Avant même que le véhicule ne soit immobilisé, Verlaque avait ouvert la portière et sauté sur le bitume. Il courut vers la femme en crinoline, bousculant les passants qui l'insultaient.
Il sortit son arme, mais se ravisa. Les balles ne servaient à rien. Il sortit sa matraque télescopique. La femme le vit arriver. Elle tourna lentement la tête vers lui. Sous la voilette, il n'y avait pas de visage, seulement un tourbillon de fumée grise où 2 points rouges brûlaient comme des braises. « Contrôleur !» siffla-t-elle. La voix résonna directement dans le crâne de Verlaque, et non dans ses oreilles. « Vous n'avez rien à faire ici. Retournez dans l'interstice !» hurla Verlaque, brandissant sa matraque comme un crucifix. La créature émit un rire qui ressemblait au crissement d'un freinage d'urgence. Le train est reparti, mais nous sommes descendus. Le buffet est ouvert. Cette époque est si riche, si pressée, tant de temps gâché que nous pouvons récolter. Elle tendit une main gantée de dentelle noire vers Verlaque. Il sentit le froid de l'espace intersidéral s'abattre sur lui, cherchant à gripper ses articulations, à figer son sang. Mais cette fois, il résista. La marque sur sa montre devint brûlante, agissant comme un bouclier. Il était marqué par le train. Il faisait partie du système maintenant. « Je ne suis pas un repas, grogna-t-il. Je suis le grain de sable dans l'engrenage. » Il frappa avec la matraque. Non pas la femme, mais le lampadaire juste à côté d'elle. Le choc fit vibrer l'ampoule LED, créant un micro-court-circuit. L'étincelle électrique sembla affecter la créature. Elle hurla, sa forme se déstabilisant, devenant floue comme une vieille cassette VHS abîmée. « Nous sommes légion !» cracha-t-elle avant de se dissoudre dans l'ombre d'une porte cochère, disparaissant pour de bon. Kémis arriva en courant, l'arme au poing, cherchant une menace qu'elle ne pouvait pas voir. « Patron, qu'est-ce qui s'est passé? Vous parliez tout seul. Vous avez agressé un lampadaire. » Verlaque rangea sa matraque, le souffle court. « Je ne parlais pas seul. Elle était là. Une passagère. Elle se nourrissait d'un gamin. Il regarda la foule dense du boulevard. Combien étaient-ils? Des dizaines, des centaines. Descendu du train fantôme avant qu'il ne soit renvoyé dans le néant. Invisible pour le commun des mortels, prédateur parfait dans une ville qui ne vivait que pour la vitesse. « On retourne au QG, dit Verlaque d'une voix sombre. Il me faut des yeux. Je ne peux pas être le seul à les voir. Et il nous faut des armes qui mordent ces saloperies. » Le sous-sol de la préfecture ressemblait de plus en plus à un bunker de guerre. Le colonel Braque avait installé un poste de commandement tactique dans la salle de crise. Des cartes de Paris couvraient les murs, piquetées de points bleus. Ce sont les anomalies thermiques signalées par les satellites militaires au cours des 2 dernières heures, expliqua Braque sans préambule en voyant entrer Verlaque. Des chutes de température localisées, brutales. -10, -15 degrés dans un rayon de 2 mètres. Les zones de nutrition, comprit Verlaque. Exactement. Chaque point bleu est probablement une victime qui vient de se faire voler quelques années de vie. Et regardez la répartition. Braque traça une ligne imaginaire sur la carte. Ils ne bougent pas au hasard, ils convergent. Les points formaient une spirale lâche qui se resserrait vers le nord-est de Paris. « Vers où ?» demanda Kémis. Le maillage des soudes géométriques indique une concentration vers le canal Saint-Martin, ou peut-être en dessous. « Les stations fantômes », murmura Verlaque. « Arsenal, Champ-de-Mars, Saint-Martin, des stations de métro fermées depuis 1939. Des endroits hors du temps, où aucun train ne s'arrête plus. C'est leur habitat naturel. » Soudain, la porte s'ouvrit et un jeune homme entra, poussant un chariot couvert d'équipements étranges. C'était Léo, l'assistant du professeur Thorne. Il avait les yeux cernés et portait encore sa blouse de laboratoire tachée de réactifs chimiques. « Comment va le professeur ?» demanda immédiatement Kémis. Léo baissa les yeux. « Il est stationnaire. Son corps a 90 ans, mais son esprit est toujours vif. Il m'a envoyé pour vous donner ça. » Il désigna le chariot, 4. Il y avait des casques de réalité augmentée modifiés, reliés à des boîtiers volumineux par des câbles épais. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Braque, sceptique. « Des visiocasques à interférométrie quantique, récita Léo. Enfin, c'est comme ça que Thorne les appelle. En gros, ils superposent l'image thermique et la détection de rayonnement Cherenkov. En français, gamin, ils vous permettront de voir ce que le commissaire Verlaque voit. Les créatures émettent une signature de radiation très faible quand elles sont en phase avec notre réalité. Ces lunettes amplifient le signal. Verlaque saisit un des casques et l'enfila. Le monde devint vert et gris, pixelisé. Il regarda autour de lui. Rien d'anormal.
Puis il regarda sa propre main. À travers les lunettes, sa montre brillait d'une lueur blanche intense, comme une étoile. La marque du train. « Et pour les armes ?» demanda Verlaque en retirant le casque. Léo sortit des sortes de fusils trapus, au canon large entouré de bobines de cuivre. Des projecteurs d'impulsion électromagnétique directionnelle. Thorne a dit que l'électricité déstabilise leur cohésion temporelle. Ça ne les tuera pas, on ne peut pas tuer ce qui n'est pas vraiment vivant, mais ça brisera leur forme physique et les renverra à l'état de vapeur pendant un moment. Assez pour les capturer ou les fuir. Les capturer, s'étonna Braque. On ne peut pas laisser ces choses errer dans Paris, trancha Verlaque. Il faut les renvoyer chez elles. Et pour ça, il faut trouver leur point de sortie. Si elles se regroupent, c'est qu'elles préparent quelque chose. Elles ne sont pas là juste pour manger. Elles sont là pour construire un pont. À minuit, l'opération Horloger fut lancée. L'accès à la station de métro fermée Saint-Martin se faisait par une plaque d'égout discrète sur le boulevard Saint-Martin. L'équipe était réduite. Verlaque, Kémis, Braque et 4 hommes de son unité d'élite, les Ghosts, groupe hostile d'opérations spéciales territoriales. Tous étaient équipés des lunettes de Thorne et des fusils EMP. La descente fut silencieuse. L'air dans les tunnels de service était vicié, chargé de cette odeur de poussière antique qu'ils connaissaient maintenant trop bien. Plus ils approchaient de la station abandonnée, plus la température chutait. De la glace se formait sur les tuyaux, craquant sous la pression thermique. Température ambiante, -5 degrés, chuchota Kémis, de la buée sortant de sa bouche. On arrive, dit Verlaque. Activez les visières. Ils débouchèrent sur le quai de la station Saint-Martin. La station avait été fermée au public en 1939 et le temps semblait s'y être arrêté. Les vieilles affiches publicitaires pour la Dubonnet ou les emprunts de la Défense nationale étaient toujours là, moisies par l'humidité. Mais ce n'était pas l'histoire qui glaçait le sang des commandos. Le quai grouillait. À travers les lunettes spectrales, la scène était un cauchemar bioluminescent. Il y avait là une 50aine de passagers. Des hommes en haute forme, des femmes en robes longues, des enfants en culottes courtes, mais aussi des soldats de la Première Guerre mondiale, des ouvriers des années 30. C'était un carnaval des époques, une mascarade des morts. Ils ne bougeaient pas de façon erratique. Ils travaillaient. Au centre de la station, sur les rails rouillés, ils avaient érigé une structure. Ce n'était pas une machine faite de métal et de boulons. C'était un assemblage grotesque d'objets volés. Des milliers de montres, des horloges comptoises, des smartphones, des sabliers, tous fusionnés ensemble par cette substance grise et visqueuse qui constituait leur corps. L'objet pulsait. Un battement de cœur lent et lourd. Boum-tic. Boum-tac. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Souffla Braque. Une balise, comprend Verlaque, horrifié. Ils utilisent le temps stocké dans ces objets, le temps symbolique et le temps numérique, pour créer un point d'ancrage fixe. Ils veulent rouvrir la brèche, mais cette fois de l'intérieur. Ils veulent faire venir le terminal ici. Transformer Paris en gare de triage pour l'interstice. Sur le quai d'en face, un passager plus grand que les autres, vêtu d'un uniforme de chef de gare du 19e siècle, orné de galons d'or ternis, dirigeait les opérations. Il tenait à la main une lanterne qui n'émettait pas de lumière, mais de l'obscurité. Il agitait la lanterne et les autres passagers accéléraient, leurs mouvements devenant flous. « Il faut détruire cette balise », ordonna Verlaque. « Braque, vos hommes prennent les flancs. Sarah, toi et moi, on vise le chef de gare. À mon signal. » Ils s'avancèrent, profitant de l'obscurité relative pour se positionner derrière les piliers de céramique blanche. Mais Verlaque avait oublié un détail. Sa montre. Au moment où il s'approcha à moins de 20 mètres de la balise, sa montre se mit à vibrer violemment et émit un son strident, comme une alarme de passage à niveau. Tin-tin-tin! Le bruit résonna dans le silence glacial de la station. Instantanément, 50 têtes spectrales pivotèrent vers lui. Le chef de gare leva sa lanterne noire. « Intrus sur la voie !» hurla-t-il d'une voix qui fit trembler les fondations de Paris. « Pas de ticket, pas de voyage !»« Feu à volonté !» cria Braque. L'enfer se déchaîna sous terre. Les fusils EMP crachèrent des éclairs bleus qui déchiraient la pénombre. Chaque tir qui touchait un passager provoquait une implosion silencieuse, la créature se disloquant en nuages de vapeur avant de disparaître avec un cri d'agonie électronique.
Mais ils étaient nombreux et ils étaient rapides. Les passagers contre-attaquaient. Ils ne tiraient pas. Ils se ruaient sur les soldats, traversant les gilets pare-balles pour toucher la chair. Verlaque vit un des hommes de Braque être submergé par 3 enfants spectraux. Le soldat hurla, non de douleur, mais de terreur, alors que ses cheveux blanchissaient instantanément sous son casque, son visage se ridant comme une pomme séchée. Il tomba à genoux, vieillard sénile en uniforme tactique, et s'effondra en poussière. « Reculez! Gardez vos distances !» hurla Kémis en tirant des rafales d'énergie. Verlaque, lui, fonça vers la balise. Il devait l'atteindre. Il sentait que c'était la clé. Le chef de gare s'interposa, grandissant soudainement pour atteindre 3 mètres de haut, une ombre menaçante qui occultait le plafond voûté. « Tu es marqué, petit homme, » gronda l'entité. « Tu nous appartiens déjà. Pourquoi résister ? Le voyage est inévitable. » Il abattit sa lanterne sur Verlaque. Le commissaire roula sur le côté, évitant le coup qui pulvérisa le béton du quai, le vieillissant de 1000 ans en une seconde jusqu'à ce qu'il devienne sable. Verlaque se releva et braqua son fusil MP sur le torse du monstre. Il appuya sur la détente. Rien. L'arme émit un clic sec. Surchauffe. Merde! Le chef de gare leva la main pour l'attraper. Verlaque n'avait plus le choix. Il fit la seule chose qui lui restait. Il leva son poignet gauche, exposant sa montre marquée directement vers la lanterne de l'entité. « J'ai un ticket » hurla-t-il, concentrant toute sa volonté sur la brûlure de son âme, comme Gabriel l'avait fait avec l'eau. « Je réclame mon droit de passage. Je réclame l'arrêt d'urgence. » La marque sur la montre s'illumina d'une lumière aveuglante, entrant en résonance avec la lanterne noire. Une connexion s'établit. Verlaque sentit l'esprit du chef de gare, une fosse commune de mémoires volées et de regrets éternels, envahir son cerveau. Il vit l'interstice, un vide gris infini où des trains roulaient sans fin sur des rails faits d'ossements. Il vit la faim insatiable de ces êtres qui avaient oublié comment mourir. « Annulation !» cria Verlaque, projetant son rejet mental dans le lien. Le chef de gare hurla. La lumière de la montre, amplifiée par la rage de Verlaque, fit exploser la lanterne noire. L'entité vacilla, sa forme perdant sa cohérence. « Kémis, la balise, maintenant !» Sarah Kémis, qui avait contourné la mêlée, jeta une grenade concentrée, le dernier présent de Thorne au cœur de la sculpture d'horloge. L'explosion fut silencieuse, mais visuellement dévastatrice. Une onde de choc bleu traversa la station. Les montres de la balise explosèrent toutes en même temps, libérant le temps volé dans un maelstrom chaotique. Les passagers, privés de leur ancre, furent aspirés vers le centre de la station. Ils s'accrochaient aux piliers, aux rails, hurlant alors qu'ils étaient tirés vers l'arrière, vers l'interstice. « Nous reviendrons », glapit le chef de gare alors qu'il se dissolvait en volutes de fumée noire, aspiré par le vortex. Le terminus peint, et puis le silence. La station Saint-Martin redevint sombre et froide, mais c'était un froid naturel, celui de la terre humide. Les amas d'horloges gisaient au sol, inertes. La poussière des soldats morts recouvrait le sol. Verlaque tomba à genoux, épuisé. Sa montre fumait. Le verre était brisé, mais l'inscription était toujours là, plus profonde que jamais. Il regarda ses mains. Elles tremblaient, non plus de peur, mais d'une fatigue qui dépassait l'entendement. Il avait vieilli ce soir, pas physiquement, mais intérieurement. Il avait touché l'éternité du doigt, et elle était froide. Braque s'approcha, boitant, soutenant un de ses hommes blessés. « C'est fini ?» Verlaque se releva péniblement, aidé par Kémis. « Non, colonel. On a juste dispersé l'émeute, mais on n'a pas fermé la gare. » Il montra le tunnel noir qui s'enfonçait vers l'est. Ils ont dit qu'ils construisaient un pont. La balise n'était qu'un relais. Le vrai problème, c'est ce qui se trouve au bout de la ligne. Au bout de la ligne ? Mais c'est une boucle, le métro tourne en rond. Pas celui-là, dit Verlaque. Il s'approcha du bord du quai et éclaira le tunnel avec sa lampe. Les rails ne luisaient pas comme de l'acier normal. Ils semblaient faits d'une matière obsidienne, absorbant la lumière. Et ils descendaient. Ils descendaient bien plus bas que le réseau Ratpe ne l'avait jamais prévu. Ils ont modifié la topologie du réseau, dit Kémis en consultant sa tablette qui affichait des données aberrantes. Selon mes capteurs, ce tunnel descend vers nulle part. La profondeur augmente indéfiniment. C'est la ligne vers l'enfer, dit Verlaque, ou vers l'interstice. Il ramassa un morceau de la lanterne brisée du chef de gare. C'était un cristal noir, froid. « On doit descendre, dit-il.
Vous êtes fou, Antoine, dit Braque. On a perdu la moitié de mon escouade. On n'a plus de munitions EMP. Si on ne descend pas pour sceller l'entrée principale, ils reviendront. Pas 50, mais des milliers. Un train entier, rempli d'une armée. Et la prochaine fois, ils ne s'arrêteront pas à une station fantôme. Ils prendront Châtelet aux heures de pointe. Verlac rechargea son arme conventionnelle, même si elle était inutile, pour se donner une contenance. Sarah, retourne en surface avec Braque. Sécurise le périmètre. Hors de question, patron. Thorne m'a donné 2 grenades, et vous avez besoin de quelqu'un pour surveiller vos arrières quand vous ferez vos trucs de magicien temporel. Elle sourit, mais ses lèvres tremblaient. Verlac la regarda, une bouffée de fierté paternelle le submergeant. « D'accord, colonel, évacuez les blessés, et si on n'est pas remonté dans 3 heures, inondez le réseau. » « Quoi? Vous m'avez entendu. Ouvrez les vannes de la Seine. Noyez tout. L'eau est la seule chose qui semble les ralentir, d'après l'affaire Morvan. Si on échoue, faites de Paris une Atlantide. C'est mieux qu'une nécropole. » Braque salua, le visage grave, et remonta vers la surface avec ses survivants. Verlac et Kémis restèrent seuls sur le quai des morts. « Prête pour le terminus ?» demanda Verlac. « Je n'ai jamais aimé le métro de toute façon, » répondit-elle en ajustant ses lunettes spectrales. Ils sautèrent sur les rails d'obsidienne et s'enfoncèrent dans le tunnel qui ne menait pas à la station suivante, mais à un autre monde. L'obscurité les avala. Le carnaval des égarés était terminé, mais la nuit de l'interstice ne faisait que commencer. Et au loin, très loin dans les profondeurs, ils entendirent un sifflet de locomotive, un son solitaire, mélancolique et terrifiant. Le train les attendait. Les enquêtes impossibles, dossier 2, la mécanique des âmes. Chapitre 5, le gardien du seuil. Le réveil ne fut pas une illumination soudaine, mais une remontée lente et douloureuse à travers des couches de vase sédimentaires. Antoine Verlac émergea de l'inconscience au rythme bip-bip régulier et monotone d'un moniteur cardiaque, un son singulièrement agaçant qui contrastait avec le silence absolu de l'interstice d'où il revenait. Il ouvrit les yeux. Le plafond n'était pas fait de vide gris ou de rouages célestes, mais de dalles insonorisées beige, typiques de l'Hôtel-Dieu. Une lumière crue, artificielle, baignait la chambre stérile. Il essaya de bouger. Son corps répondait, lourd, contusionné, comme s'il avait été roué de coups par une équipe de rugby. Il voulut porter sa main gauche à son visage pour frotter ses paupières collées par le sommeil médicamenteux. Il ne put pas. Son bras gauche était lourd. Pas engourdi, mais physiquement lourd, comme s'il portait une armure de plomb. Il tourna la tête sur l'oreiller rêche. Son avant-bras et sa main gauche n'étaient pas bandés. Ils reposaient sur le drap blanc, exposé. Et il n'était plus fait de chair. De l'épaule jusqu'au bout des doigts, sa peau avait été remplacée ou transmutée en une matière noire, lisse et froide, de l'obsidienne, ou peut-être du basalte poli. On voyait encore la forme de ses muscles, les tendons, les veines, mais tout était minéralisé, figé dans une perfection sculpturale. Ses doigts étaient légèrement recourbés, formant une griffe détendue. Et incrustée dans ce qui avait été son poignet, la montre, fondue dans la roche, affichait toujours cette inscription rougeoyante sous le verre brisé. Ticket composté. La porte de la chambre s'ouvrit dans un chointement pneumatique. C'était le docteur Lansky. Il tenait une tablette numérique, mais ses yeux cernés regardaient Verlac avec un mélange de soulagement professionnel et d'effroi scientifique. « Ah, vous êtes de retour parmi les vivants, Antoine. J'ai failli perdre mon pari avec le préfet. » Verlac tenta de parler, mais sa gorge était sèche comme du parchemin. Lansky lui tendit un gobelet d'eau avec une paille. L'eau avait un goût de chlore divin. « Combien de temps ?» croissa Verlac. « 3 jours. Sarah vous a sorti de la Seine en hypothermie sévère. Cœur arrêté. On vous a ramené 3 fois. Cliniquement, vous êtes un miracle. » Verlac leva péniblement son bras de pierre. Il produisit un léger bruit de frottement minéral contre le drap. « Et ça? Qu'est-ce que c'est, Lansky? La gangrène? Si seulement c'était une gangrène, soupira le légiste en s'asseyant au bord du lit. J'aurais pu amputer. Mais là, c'est impossible. Impossible est mon mot préféré ces temps-ci. Lansky tapota l'avant-bras noir de Verlac avec son stylo. Cling, cling. Un bruit de verre. Nous avons fait des scanners, des IRM, des biopsies. J'ai cassé 3 scalpels en diamant dessus. C'est pas une prothèse, Antoine.
C'est vivant. À l'intérieur de cette coque minérale, il y a une activité nerveuse, mais elle ne fonctionne pas à l'électricité biochimique standard. Elle fonctionne, je ne sais pas comment le dire, par résonance quantique. Votre bras n'est plus dans notre fuseau horaire. Ces atomes sont figés, temporellement verrouillés dans un état solide absolu. C'est indestructible et inséparable de vous. Si je coupe le lien avec votre cerveau, et vu les signatures énergétiques, cela vous lobotomiserait instantanément. Verlac regarda sa main de pierre noire. Il essaya de bouger les doigts. Avec un effort de concentration intense, l'index se souleva de quelques millimètres dans un grincement de roche tectonique. « Je suis un monstre », murmura-t-il. « Vous êtes un survivant », corrigea Lansky. « Et vu ce que Kemis m'a raconté dans son rapport, un rapport que j'ai brûlé après lecture, rassurez-vous, c'est un moindre prix à payer. Où est Sarah ? Au debriefing avec le préfet de Verre et les huiles du ministère de l'Intérieur. Ils essayent d'inventer une histoire crédible pour expliquer pourquoi la moitié des horloges de Paris ont explosé et pourquoi le métro a été inondé. La version officielle actuelle est une surtension électromagnétique causée par une éruption solaire combinée à une fuite de gaz majeure. C'est gros, mais les gens ont envie d'y croire. Personne ne veut entendre parler de train fantôme mangeur d'âmes. Verlac tenta de se lever. Ses jambes tremblaient, mais elle le soutenait. « Je dois sortir d'ici. Antoine, vous êtes en convalescence. »« Je ne suis pas malade, Lansky. Je suis juste transformé. Donne-moi mes vêtements. » 1 heure plus tard, vêtu d'un pantalon de jogging et d'un t-shirt fourni par l'hôpital, son bras gauche dissimulé sous une large veste en jean, Verlac sortait par l'arrière de l'Hôtel-Dieu. Paris l'accueillit avec une pluie fine, grise, insistante. La ville avait changé. Pour un œil non averti, tout semblait normal. Les voitures klaxonnaient, les pigeons se battaient pour des miettes, les touristes faisaient la queue devant Notre-Dame. Mais Verlac voyait les cicatrices. Il voyait les micro-fissures sur les façades des immeubles, là où le temps s'était accéléré puis contracté. Il voyait les arbres du square Viviani. Certains avaient des branches mortes, pétrifiées, côtoyant des bourgeons printaniers. Et surtout, il sentait le bruit. Avant, le bruit de la ville était un chaos sonore. Maintenant, pour ses oreilles modifiées par le passage dans l'interstice, c'était une symphonie mécanique. Il entendait le tic-tac de chaque montre-poignet dans un rayon de 100 mètres. Il entendait le rythme des feux tricolores. Il sentait le pouls de la ville comme s'il était branché sur son système nerveux central. Une voiture noire s'arrêta à sa hauteur. La vitre arrière descendit. C'était le préfet de Verre. « Je savais que Lansky ne pourrait pas vous retenir, Antoine. Montez. » Verlac s'installa sur le cuir beige. « Vous avez lu le rapport de Sarah ?» demanda-t-il sans préambule. « Oui, et j'ai décidé de le classer secret défense absolu ultra, juste à côté de l'affaire Morvan. Vous commencez à avoir une collection encombrante, commissaire. Qu'est-ce qu'on fait pour les victimes? Les gens qui ont vieilli? Thorne travaille sur un traitement, ou plutôt son assistant, Léo. Thorne indisponible. Il semble que l'exposition au paradoxe temporel l'ait plongé dans une sorte de coma lucide. Il parle en latin à l'envers. Mais Léo dit que l'effet de vieillissement s'estompait avec la destruction du train. Les victimes récupèrent doucement. Leurs cheveux reprennent de la couleur. C'est comme s'ils sortaient d'une longue maladie. Verlac regarda sa main gauche cachée dans sa poche. « Tout le monde ne récupère pas, Alain. Je sais. J'ai vu les photos médicales. » Le préfet marqua une pause, le visage grave. « Antoine, le ministère veut votre démission. Ils disent que vous êtes instable, que vous êtes compromis. Ils ont peur de vous. Braque a raconté ce que vous avez fait sur le quai. Comment vous avez parlé à la machine? Et qu'est-ce que vous leur avez répondu? Que vous étiez le seul rempart entre Paris et l'enfer. Je vous garde, Antoine, mais officiellement, vous êtes muté aux archives, sous-sol. Pas de patrouille, pas d'enquête publique. Vous serez le fantôme de la préfecture. Les archives, ça me va. C'est calme. » La voiture le déposa devant son immeuble dans le Marais. Sarah Kemis l'attendait sous le porche, fumant une cigarette nerveuse. Quand elle le vit, elle jeta le mégot et s'avança. Elle n'avait pas l'air d'avoir dormi non plus. « Patron, vous avez une sale tête. »« Merci, lieutenant. Toi aussi. » Elle hésita, puis le serra maladroitement dans ses bras. Verlac grimaça quand elle pressa son épaule gauche, mais il ne la repoussa pas. C'était un contact humain,
chaud, vivant. L'antithèse de la pierre froide qu'il portait désormais. « Ils disent que c'est fini, murmura-t-elle contre son manteau, que le train est détruit. Le train est détruit, oui. La locomotive physique n'est plus. Mais les rails sont toujours là, Sarah. On ne détruit pas une infrastructure qui existe depuis la nuit des temps. On a juste fermé une gare. Ils montèrent dans son appartement. Il était poussiéreux, silencieux, figé comme un musée de sa vie d'avant. Verlac alla directement vers son bar et se servit un grand verre de whisky. Il entendit un à Sarah. « À ceux qui ne sont pas revenus, porta-t-il en toast, aux passagers, à Marc Sorel, aux soldats de Braque. » Ils burent en silence. L'alcool brûla agréablement la gorge de Verlac, lui rappelant qu'il était encore biologiquement humain, du moins en partie. « Il y a autre chose, dit Sarah en posant son verre. Léo, l'assistant de Thorne, m'a donné ça pour vous. Il a dit que Thorne l'avait écrit juste avant de sombrer complètement. » Elle tendit une enveloppe froissée. Verlac l'ouvrit avec sa main valide. À l'intérieur, il n'y avait qu'une feuille de papier quadrillée, couverte d'une écriture tremblante, presque illisible. Le ticket n'est pas un droit de passage unique, Antoine. C'est un contrat. Vous avez composté. Vous faites partie du personnel maintenant. Le chef de gare est mort. Vive le chef de gare. Ne regardez pas l'heure. Vous êtes l'heure. Verlac relut le message 3 fois. Un frisson glacé parcourut son échine, faisant teinter les os minéraux de son bras gauche. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda Sarah. « Ça veut dire que je n'ai pas détruit le poste. Je l'ai usurpé. » Il retira sa veste, exposant son bras d'obsidienne. Sarah ne recula pas, mais elle fixa la chose avec fascination. La montre incrustée dans la pierre avait changé. L'inscription « ticket composté » s'effaçait doucement. À la place, des chiffres rouges, numériques, commençaient à apparaître sous la surface noire, comme un compte à rebours. Mais compte à rebours qui changeait sans cesse, s'adaptant à ce qu'il regardait. Il regarda la bouteille de whisky. Les chiffres sur son bras affichèrent 0,45. Il comprit instantanément. Ce n'était pas l'heure, c'était le temps restant avant que la bouteille ne soit vide ou cassée. Il regarda Sarah. Les chiffres s'affolèrent, défilant trop vite pour être lus, indiquant des décennies, 5 ou 4 ans, 3 mois, 12 jours. Le temps qui lui restait à vivre. Il détourna les yeux, horrifié. « Je vois leur fin, murmura-t-il. Je vois la fin de tout. »« C'est horrible, souffla Sarah. C'est un outil, dit Verlac en recouvrant son bras, la voix soudainement dure, ou une malédiction. Mais c'est ce que je suis maintenant. Il alla à la fenêtre. La pluie avait cessé. Un arc-en-ciel pâle enjambait les toits de zinc. Sarah, tu vas accepter une promotion. Braque cherche un second pour son unité spéciale. Tu es qualifié. Je ne vous quitte pas, patron. Tu ne me quittes pas. Mais tu ne peux pas rester aux archives avec moi. J'ai besoin de toi dehors. J'ai besoin d'oreilles et d'yeux dans le monde normal. Parce que moi, je vais devoir surveiller l'autre monde. L'autre monde? L'interstice a des fuites. Nous avons bouché le trou du Chronos, mais il y en a d'autres. Des fissures dans le temps, des échos, des paradoxes. Thorne avait raison. On ne tue pas le néant. On le gère. Je vais passer ma vie dans ce sous-sol à traquer les anomalies avant qu'elles ne deviennent des catastrophes. Il se tourna vers elle, son visage marqué par une fatigue séculaire, mais ses yeux brillaient d'une nouvelle détermination, une lueur froide et métallique. « Je ne suis plus tout à fait un policier, Sarah. Je suis devenu le gardien du seuil, celui qui vérifie les tickets à la porte de l'enfer. » On frappa à la porte. C'était un coursier. Il livra une petite boîte en bois, sans nom d'expéditeur. Verlac l'ouvrit. À l'intérieur, posée sur un coussin de velours rouge, se trouvait une vieille pince de contrôleur SNCF, en argent massif. Elle était froide, aussi froide que son bras gauche. Il n'y avait pas de note. Il n'en avait pas besoin. Il savait d'où elle venait. Elle venait de la gare des Pas Perdus, envoyée par les débris de l'intelligence artificielle qu'il avait cru détruire, ou peut-être par l'interstice lui-même, en guise de cadeau de bienvenue. Il saisit la pince avec sa main de pierre. Elle s'adapta parfaitement à sa paume rigide. Clic-clac. Le bruit était net, précis. À cet instant précis, une horloge comtoise, héritage de sa grand-mère qui ne fonctionnait plus depuis 20 ans, se remit en marche dans le couloir. Tic-tac, tic-tac. Sarah recula d'un pas, comprenant que l'homme devant elle n'était plus tout à fait Antoine Verlac. Il était devenu une institution
une force de la nature. « Alors, c'est ça les enquêtes impossibles » demanda-t-elle. « Il n'y a plus d'enquêtes impossibles, lieutenant » répondit Verlaque en rangeant la pince dans sa poche. « Seulement des horaires à respecter. Et gare à ceux qui essayent de frauder. » Il regarda par la fenêtre une dernière fois. Au loin, au-dessus de la gare de l'Est, il crut voir une volute de fumée noire, dense, qui prenait la forme d'un visage hurlant avant de se dissiper. Une ombre résiduelle. Un passager clandestin qui pensait avoir échappé au filet. Verlaque sourit. Un sourire de prédateur. Il regarda les chiffres sur son bras. Bois. Le temps qu'il restait à cette ombre avant d'être rattrapé. « Sarah, dit-il en enfilant son manteau. « Oui, patron. Tu as ta voiture ? » « Toujours. Emmène-moi à la gare de l'Est. J'ai un train à prendre, ou plutôt, un train à arrêter. » Ils sortirent de l'appartement, laissant derrière eux le silence et la poussière. Dans l'escalier, l'ombre de Verlaque projetée sur le mur ne correspondait pas tout à fait à sa silhouette. Elle avait des roues, elle avait une cheminée, elle avançait sur des rails invisibles. Paris pouvait dormir tranquille. Le temps avait trouvé son maître et il avait un visage de pierre et une poigne de fer. La mécanique des âmes avait été réparée, mais le mécanicien ne quitterait plus jamais son poste. Les dossiers des enquêtes impossibles n'étaient pas clos. Ils venaient simplement de changer de dimension.